Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Les choses dans leur contexte. Première chose, sur la question des BRICS, il faut pas confondre leur contexte d'émergence à une volonté, je sais pas, d'avoir tellement été victime hier qu'aujourd'hui ils essaient de se positionner. Deux grandes puissances dominent le monde et les relations internationales. Donc, les États-Unis d'un côté, qui sont leaders d'un camp, et puis de l'autre côté, on a l'URSS. Donc, le monde est dans une spirale, on va dire, de bipolarisation, et qui fait que les relations sont dominées comme ça jusqu'aux années 90, lorsque l'URSS sera disloquée. Et après cette dislocation, les États-Unis dominent le monde jusqu'à ce qu'il y ait donc un certain 11 septembre qui va faire vaciller quelque part les États-Unis parce que certains symboles de leur hyperpuissance ayant été attaqués, cela a donné l'impression de leur vulnérabilité et donné donc l'occasion à d'autres puissances aujourd'hui de pouvoir effectivement émerger. Et dans un contexte où, malgré cette faiblesse supposée américaine, ils continuent de dominer les relations, certains pays donc aujourd'hui émergents ont compris la nécessité de pouvoir donc se structurer pour servir de contrepoids. C'est comme ça que le vocable de BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud va pouvoir se constituer. Aujourd'hui, on est allé un peu plus loin. Il y a les BRICS plus 8 ou combien là, depuis janvier 2025, qui fait que c'est un monde qui est effectivement en train de s'élargir. Mais ça n'a rien, donc, on va dire d'une volonté, d'un camp de vouloir aujourd'hui, je sais pas, c'est vraiment deux empires qui essaient de se construire chacun à sa façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il dit par exemple que la démarche aujourd'hui des chefs d'État de l'AES s'inscrit donc dans une volonté de souveraineté, je m'inscris en faux. Quelle est donc cette souveraineté qui consiste à dire m'aide à un maître et puis à se jeter dans les bras d'un autre? Notre démarche, c'est de dire que en tant qu'État africain aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des relations complètement décomplexées. Et il ne s'agit pas pour nous de nous inscrire à gauche ou à droite, mais il s'agit de voir donc à l'instant quel est le partenaire qui me permet de pouvoir avoir, on va dire, le meilleur avantage sur telle question, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau donc de l'armement, ainsi de suite. Et quand il me parle de formation, les BRICS, oui, quand ils font une coopération, après il y a la formation. Mais allez-y voir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Il y a des formations régulières avec des experts français, des experts canadiens, des experts américains, ainsi de suite. Mais c'est cette forme de coopération que nous recherchons aujourd'hui. Notre capacité à pouvoir décider librement de qui, donc dans l'instant, peut nous permettre effectivement de pouvoir, sur un chapitre ou sur un autre, pouvoir avoir l'avantage que nous souhaitons pour notre pays. C'est ça l'élément fondamental. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on va bâtir tout doucement notre souveraineté. Et il a, dans sa première prise de parole, indiqué que bon, les BRICS ou la Russie, dans sa démarche, n'impose pas la mise en place de bases militaires. Mais il faut pas aussi donner l'impression que la prise d'une base militaire suppose que le pays n'est pas indépendant. Les Américains ont plusieurs bases militaires au Japon ou encore en Allemagne, mais ça fait pas pour autant de ces pays-là des valets des États-Unis. Ce sont des pays qui, en termes de développement économique, ont un niveau qui n'a rien à envier à nos pays. Donc ça, vraiment, il faut sortir de ces schémas qu'on a entretenus pendant longtemps, où on se complaise parce que oui, effectivement, il y a une base ici et là, qui serait donc une manifestation donc de notre assujettissement à une puissance ou à une autre. Si on est dans cette logique, un pays comme la Corée du Sud, qui a été dominé par la Russie, par la Chine et à un moment donné le Japon, les États-Unis, n'allait pas un jour aujourd'hui pouvoir prendre son envol. Mais ils ont su regarder leur histoire dans toute sa laideur, dans ses hauts et ses bas, et puis avoir le positionnement qu'il fallait pour se construire. Donc je pense que il y a quand même beaucoup de choses qu'on dit pour peut-être, je sais pas, mobiliser les troupes ou encore pour faire intéressant, mais qui n'obéissent à aucune logique. Même sur la question de la monnaie, c'est ça qui me fatigue souvent quand je débat avec nos amis, je sais pas, je dois dire peut-être de la gauche ou je sais pas, opposants, c'est qu'on aime donc végéter de débat en débat, sans poser donc, on va dire, le débat dans le fond véritablement. Prenez aujourd'hui les pays de l'UE ou les pays qui ont en commun l'utilisation de la monnaie. Est-ce que on dira que la France a sa propre monnaie, étant donné que c'est qu'elle utilise une monnaie communautaire? Vous voyez? Mais est-ce que cela fait pour autant de la France un pays qui n'est pas indépendant?
pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est la capacité de nos ensembles régionaux à pouvoir effectivement bâtir on va dire des ensembles très forts qui vont leur permettre de peser dans les relations internationales. Et cela passe par des choses comme des monnaies communes ou encore même des armées communes qui pourront nous permettre éventuellement de faire face à la montée des phénomènes comme aujourd'hui la menace terreau qui est donc à nos portes. Voilà donc. Ouais, j'ai une motion pour dire. Ouais, allez-y, on est. D'accord. Parce que je vais prendre ma motion sur ce sur quoi vous avez chuté. Vous avez parlé de coopération entre les pays, en quelque sorte former des confédérations sur le plan de l'armement, économiquement, financièrement et tout, pour qu'on soit fort. C'est ça, non? J'espère que je ne mélange pas un peu ce que vous avez dit. J'ai pas entendu un Oh, oui. C'est ça, non? Mais je pense que c'est la démarche dans laquelle l'AES s'inscrit actuellement, parce qu'ils ont formé une confédération sur les mêmes plans que vous venez d'énumérer. Donc, je voudrais comprendre un peu. Bien, alors, j'ai parlé d'ensemble sous-régional et non de confédération. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment pas du tout ce qui se fait dans l'AES aujourd'hui. Ma démarche à moi, c'est de dire qu'on est plus fort à 15 qu'à 3. Mais quand des gens estiment que à 15, ils ne pensent pas pouvoir réaliser l'intégration africaine, et c'est quand ils vont s'arc-bouter sur eux-mêmes à 3 qu'ils vont pouvoir défendre vraiment leur souveraineté et qu'ils vont pouvoir par derrière donc défendre l'idée du panafricanisme. Pour moi, ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc voici l'idée que je défends. Les ensembles régionaux, c'est par exemple la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, ainsi de suite, qui peuvent nous permettre donc au plan économique, au plan politique, au plan de la coopération militaire, de pouvoir peser aussi bien au niveau donc africain, mais également au-delà, au niveau donc mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Voici vraiment l'idée que je défends. Donc ça n'a. En fait, moi, j'aimerais juste poser une question et ajouter au débat. Et le CAM, c'est vrai qu'actuellement tu es en train de défendre les États de l'AES. Moi, j'aimerais que tu me fasses un bilan. 4 ans après la prise du pouvoir dans le pays de l'AES, quel est le bilan que tu fais? Comment tu trouves la situation, personnellement? D'accord, il n'y a pas de souci. Là, je voulais rappeler quelque chose. Je dis que moi, il m'inscrit dans une démarche souverainiste. Et c'est la raison pour laquelle toutes les personnes ou tous les États où je juge qu'ils sont en train d'emboîter le pas de cette démarche-là, genre, en quelque sorte, je les soutiens. Donc, c'est pas parce que c'est un positionnement, je me positionne de l'AES, du côté de l'AES pour laisser la Côte d'Ivoire et autres. Non, c'est pas ça. D'abord, ça, non, mais tu les soutiens. Et ton soutien vis-à-vis de l'AES, c'est pas caché. C'est visible comme le nez dans le visage. La question que je pose. Vous voyez combien de vidéos il fait sur l'AES? Non, je viens, frère. Faut pas te presser. La question que je pose, c'est une question qui est directe, elle est précise, elle est concise. Depuis la prise du pouvoir d'Ibrahima Traoré, de Assimi Goïta et de Tiani, quel est le bilan que tu fais? D'accord. Donc, il dit, je tenais à préciser cela d'abord parce qu'on est beaucoup taxé. À chaque fois qu'on prend des positions sur l'AES, on est beaucoup taxé des dettes pour AES et ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais faire cette précision d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes on parle parce qu'on l'aime aussi. On veut participer à l'évolution de ce pays-là. Maintenant, par rapport au bilan des pays de l'AES, parce que là, ça va être un peu long parce que le bilan même, il est singulier. Maintenant, si elle devait tout généraliser les bilans, il va prendre d'abord, par exemple, il y a eu certaines ruptures de certains contrats qui ont été bien visibles. Un exemple, par exemple, on a vu au Niger la situation avec Orano. On a même vu au Burkina sur certains points. On a vu également au Mali aussi, il y a eu des actions qui ont été menées. Maintenant, particulièrement au Burkina, on voit toutes les actions du capitaine Ibrahim Traoré. Il a commencé par construire des usines, il a commencé par élargir le champ national. Parce que, en fait, cette histoire de souveraineté-là, même, il faudrait qu'on précise que c'est là que ça commence. La priorité des marchés est accordée à qui? Aux nationaux ou aux multinationales? Parce que c'est là que vient toute cette histoire de souveraineté-là. Et quand on regarde les actions du capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez me citer. C'est-à-dire,
hormis certains pays, quand tu regardes, tu veux jauger le poids entre les marchés qui ont été donnés aux entreprises internationales et aux locaux, quels ont été les marchés qui ont été plus accordés et quels ont été les côtés qui ont bénéficié de plus de marchés accordés. Donc là, ça nous montre que le gars, il est dans une procédure en fait des nationalistes, d'augmenter la capacité économique de son pays au travers des entreprises nationales. Et également, parce que moi, je ne suis pas à l'actualité de toute l'AES, c'est parce que vous étiez en train de parler parler du capitaine Ibrahim Traoré qui est surmonté par rapport à ce positionnement. Donc, les autres, là, il n'y a pas beaucoup de connaissances dessus, mais particulièrement pour le Burkina, je sais que la politique économique actuelle permettre d'élargir beaucoup de champs, même au niveau de l'armée. Ça va permettre beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas faire un bilan très approfondi, mais je peux me prononcer ainsi par rapport au bilan. Le CAM, tu vois, là où tu vois que dans tout ce que tu viens de dire, là, tu vois, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'errements, tout et tout. Mais quand je te dis le bilan, c'est quoi aujourd'hui? Je t'ai posé la question de façon simple. Lorsque Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tchani sont venus, ils disent que la situation sécuritaire est merdique. Les populations maliennes, burkinabées et du Niger sont en train de mourir. Il faut faire face au terrorisme. C'est pour ça qu'ils sont venus. Aujourd'hui, là, regarde le bilan sécuritaire dans ces trois pays. C'est de la merde. C'est de la merde. Et je pèse mes mots quand je dis que c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que les terroristes vont frapper jusqu'au cœur du pouvoir et pour sortir. Et toi, tu trouves que voilà, ils ont fait des usines. Mon frère, Ibrahim n'a construit aucune usine. Tu as cru à une propagande. Il n'a rien construit. Même l'usine de tomates dont on parle, le tomate en boîte, ça ne fonctionne pas. Tu parles d'emploi. Les Burkinabés ont de l'emploi et puis ils fuient par milliers pour venir en Côte d'Ivoire et au Ghana. Oui, tellement ça va bien. Ils fuient pour aller dans d'autres pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire en héberge plus de 50 000 à nos frontières, aux frais du contribuable ivoirien. Ah, le pays souverain. Ils sont tellement souverains qu'ils sont incapables de faire face à leurs besoins. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, là, le premier niveau de besoin, là, la pitance, ils ne peuvent pas faire face à cela. Et tu trouves qu'on est souverainiste, on est ceci. Calme, évite d'utiliser de grands mots. Souveraineté, souveraineté. Même les États-Unis ne sont pas souverains. La Russie n'est pas souveraine. Parce que c'est à croire qu'en fait la définition même de la souveraineté, là, tu ne la connais pas. Mais tu t'es laissé embarquer par des, comment on appelle ça, par des discours grandiloquents, par des discours populistes pour avancer. La souveraineté, là, c'est de choisir, de prendre ses décisions soi-même. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire décide. Elle choisit avec qui elle doit commercer. Elle décide son choix économique. Elle décide son choix sécuritaire. Elle décide son choix sanitaire. Elle vote ses lois elle-même. Elle fait respecter ses lois elle-même. Partant sur cette base-là, voici ce qu'on appelle, on est souverain. Sinon, pour le reste, là, les États sont interconnectés. Chacun on est interdépendants les uns des autres. Donc, de quelle souveraineté tu me parles, frère? On te dit, toi, Lascar sont venus, ils ont pris le pouvoir. On leur dit de donner le pouvoir, ils ne veulent pas. C'est-à-dire que tu parles même, tu n'as même pas, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas à avoir le courage de dire, des journalistes sont mis en prison, envoyés au front, tu n'es pas capable de dire. C'est ça la souveraineté pour toi? Des partis politiques sont dissous, mais pourtant, vous êtes les mêmes en Côte d'Ivoire ici, quand la même situation arrive, vous êtes les premiers à crier, oh, c'est la dictature. Pourtant, vous avez une dictature en plein nez devant vous, vous parlez de souveraineté. Lucam, vraiment, vraiment. Est-ce que par rapport à ça, je veux ajouter quelque chose? Parce que ça, c'est une nuance que beaucoup de personnes font, que moi, je trouve pas bien placée. Normalement, là, la Côte d'Ivoire est un État démocratique. Est-ce que dans le système actuel des pays de l'AES, ils sont dans la démocratie?
Donc moi, je pense que c'est une comparaison à ne pas faire. Une fois que Ah l'armée est au bon? pouvoir, il y a dissolution de l'État démocratique. Donc ils ne sont pas dans la démocratie. Pourtant, Ah, en Côte d'Ivoire, donc si je comprends bien, ça fait 5 ans non, que le peuple malien, burkinabé, ils vivent dans cette situation-là, mais toi, tu as le courage de venir soutenir cela. non, C'est mais ça. attendez. Moi, moi-même personnellement, je suis pour une réforme profonde du système. C'est la raison. J'ai dit, je suis pour une réforme profonde du système. La Côte d'Ivoire a adopté son système politique. La Côte d'Ivoire a décidé qu'on soit un pays démocratique. En l'occurrence, qui sont régis par des lois. Mais nous tous, on sait que l'avènement des militaires au pouvoir, ça là, on peut que faire une appréciation. On peut que faire une appréciation. Nous ne sommes pas des Burkinabés. Si eux, ils se plaisent dans la situation non démocratique, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il ne faudrait pas qu'on Donc, fasse... mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire là, Non, je ça viens, tient pas. je viens. Non, tu ne viendras pas. Non, tu ne viendras pas parce que je vais continuer. Parce que, en fait, le problème ce que tu fais là, moi j'appelle ça de l'hypocrisie en fait. J'appelle ça de l'hypocrisie. Voici des États, tu dis que tu es ivoirien. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais voici un État qui passe son temps en train d'accuser ton pays de tous les noms d'oiseaux, de tous les crimes d'Israël. Mais et tu vois, tu n'es même pas capable de dire, mais frère, tu es en train de critiquer la Côte d'Ivoire, tu es en train d'attaquer la Côte d'Ivoire, tu l'attaques pourquoi? Où sont tes preuves palpables? Tu n'es même pas capable, depuis il t'écoute là, tu n'as même pas eu le courage de dire ça à un moment. Combien de fois Ibrahima Traoré a attaqué la Côte d'Ivoire? Combien de fois il a attaqué la... Non, je viens, je prends la peine. Non, écoute, je prends la peine. Non, je ne te prête pas, parce que c'est ce que tu fais vraiment. Non, c'est ce que tu fais. Ma page est disponible. Tu peux pas. Je n'ai pas besoin, je m'en tiens à ce que tu me dis là maintenant. Je m'en tiens à ce que tu dis là maintenant. Non, je veux le calme. Écoute, tu n'es pas seul. Effectivement, il est en train de m'attribuer certaines choses. Je ne t'attribue rien. Mais effectivement, parce que vous dites que moi, en tant que moi, je n'aime pas mon pays, que de quel droit on va t'écouter alors que tu refuses d'écouter les autres? De quel droit on va t'écouter? L'autre du panel, il a la parole, il dit il faut écouter, tu ne veux pas écouter, et tu voudrais que toi on t'écoute. Mais c'est quoi ça? Franchement, c'est trop compliqué. C'est que quand je vois des enfants venir rentrer dans ce genre de débat là même là, ça me donne, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, près. Mais c'est grave. Des gens sont venus, ils ont dit, à Casa, vraiment Lucas est descendu, il veut prendre sa place. Hein. Là, je le connais, il va prendre sa place. Ah, attends, il va lui faire monter, et puis après il te fait monter derrière là-bas. Ah. Il est où même ce Lucas là? Il ne le voit même pas. Il ne le voit pas. Il est où? Bon, ok, attends, il a fait monter Casa ici. Parce que Lucas, je le connais. Ah, voilà, il est venu, Lucas. Attends. Il est monté avec un autre compte. Ok, et puis je prends Casa ici. Où est Casa, mais? Voilà, il envoie l'invitation de Casa. Voilà. Voilà. Et puis je prends maintenant Kelimpe. Voilà. Voici des gens qui sont venus au pouvoir. Oui, d'ailleurs, je voulais savoir, Ibra, c'est toi qui l'as fait descendre ou bien c'est quelqu'un qui l'a fait descendre? Il est dessus d'abord. Ibra. Docteur Ibra, tu es là? Parce que si c'est quelqu'un qui l'a fait descendre, je pourrais comprendre. Mais s'il est parti de lui-même, alors là, c'est que vraiment, il va rester en bas là-bas. Il va rester là-bas comme les amis là. Non plus, il va plus venir ici. Allez-y sur les panels des pro-poutistes là. Voici 4 villes qui sont pris en otage. On vient frapper au cœur du pouvoir matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous n'êtes même pas capable. Des gens qui sont venus, qui se sont embourgeoisés dans le pouvoir. Ils ne veulent plus quitter, comment on appelle ça, le confort du pouvoir. Les populations souffrent. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Les gens n'arrivent même pas à se soigner. Vous êtes incapable de dire, et vous venez, vous promenez de panel en panel. Oui, souveraineté. Tu sais ce qu'on appelle la souveraineté? Mais il faut aller apprendre la définition des mots avant de venir les sortir comme ça à tout va. Tu sais ce qu'on appelle la souveraineté? Ah, vraiment. Bonjour mon frère, En Marche, comment ça va?
En marche très très Oui. fort. Oui. Daouda, comment tu vas? Je J'espère que tu vais vas très bien. Bonjour Ouais, je vais bien, je vais bien, je vais bien. à tout le monde. Bonjour à tous les panélistes. Hein. Boakelepe, Dr Ibra. Et puis, Manitou, Manitou. oui, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Daouda, je pense que nous sommes vraiment en danger. Hein. En tout cas, la jeunesse ivoirienne est vraiment en danger. Avec ton invité que je viens d'écouter tout à l'heure, voici quelqu'un qui souhaite en Côte d'Ivoire un changement de régime par la démocratie, mais qui soutient un régime putschiste dictatorial. Mais si en Côte d'Ivoire, le régime voulait se comporter comme au Burkina, est-ce que tu penses que ceux que tu soutiens, ils viendront au pouvoir? Non. Alassane Ouattara va dissoudre les partis politiques, suspendre toutes les activités, et puis va se maintenir au pouvoir éternellement avec son parti politique. Est-ce que c'est ce que le jeune là il souhaite pour la Côte d'Ivoire? Mais le voici en train de défendre, comme tu le disais tout à l'heure, des pays où il n'y a pas de démocratie. Et il dit, lui il les comprend parce que chez eux il n'y a pas de démocratie, mais que nous, on applique la démocratie dans notre pays. Mais ça, c'est quelle réflexion ça? Si tu soutiens des pays où il n'y a pas de démocratie, c'est que tu souhaites que ton pays devienne comme ces pays-là. Parce que tu ne peux pas soutenir quelque chose dans un autre pays et soutenir le contraire dans ton pays. C'est de l'hypocrisie. Et c'est dangereux pour des jeunes. Parce que quand j'ai entendu sa voix, j'ai l'impression que c'est un jeune ivoirien qui souhaite faire la politique. Et si c'est comme ça qu'ils réfléchissent, je pense qu'ils ont été lobotomisés, traumatisés par certaines personnes qui font de la politique d'une certaine manière, qui font que ces jeunes-là sont confondus à travers leurs différents arguments. Moi, j'ai mal quand j'entends un jeune réfléchir de la sorte. J'espère qu'il est en bas. Il comprendra que quand on fait la politique, il faut être aussi honnête et puis il faut être droit dans ses bottes. Lorsque tu décides de soutenir des régimes politiques putschistes ou bien des régimes dictatoriaux, donc tu estimes que la démocratie n'a pas sa place. Donc tu es normalement tu dois être un anti-démocratique. Donc même dans ton pays, tu dois souhaiter que la démocratie s'en aille pour qu'un régime plus dur s'affirme. Mais tu soutiens dans d'autres pays autre chose et dans ton pays tu soutiens encore une autre chose. Franchement, c'est désagréable à entendre et puis j'espère que ça m'a vraiment touché. Donc Daouda comprend que je suis touché par ces propos-là et franchement je ne comprends pas pourquoi c'est l'Afrique qui subit de telles choses. Peut-être que c'est soit l'éducation ou bien après l'éducation, il faut vraiment mettre la formation politique en place des jeunes comme je proposais hier sur mon panel En Marche Côte d'Ivoire. Véritablement que les jeunes fassent la politique au moins les bases entre la 3e et la terminale pour qu'ils puissent avoir au moins les bases de la politique. Sinon, venir écouter certaines choses et puis venir les raconter sur les panels ou bien sur la base publique, c'est franchement, c'est déplorable. En tout cas, merci beaucoup Daouda, j'attends mon prochain temps de parole. Merci beaucoup. Deïma, comme tu as déjà parlé, on donne la parole à bonjour. Oui, bonjour Kaza. Kaza, tu as déjà ouvert ton micro. Vous pouvez prendre la parole en même temps, c'est mieux, non? Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et bon dimanche à tous. Moi, Lucas, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas que les jeunes. Il y a aussi des vieux qui sont dans ça. Moi, j'ai dit, je suis opposant, je suis opposé au RHDP, opposé au président Ouattara. Mais rien, en tout cas rien pour moi, ne va justifier des gens qui viennent défendre des gens qui sont contre la Côte d'Ivoire. Je m'en fous qu'il y ait la dictature chez eux. Je m'en fous qu'on dissoude les partis politiques chez eux. Ça, c'est leur problème. Mais je serai toujours sur la route de ceux qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Après Alassane Ouattara, là, il y aura d'autres présidents. Donc, je ne vais jamais accepter que quelqu'un vienne insulter le président de mon pays. Ceux qui viennent justifier les propos des putschistes de l'autre côté, qu'est-ce qui vient justifier le comportement belliqueux des gars de l'AES là? Moi j'ai dit honte à vous, honte à vous. C'est pas parce que vous êtes contre le président Ouattara que vous allez vous associer avec d'autres pays pour attaquer votre pays. Moi j'ai dit ça fait vraiment honte. Et Lucas, c'est pas que des jeunes, il y a des vieux sur des panels qui soutiennent ça. Babo Laurent c'est un jeune, c'est pas un jeune. Kone Katina c'est un jeune, c'est pas un jeune. Mais c'est vraiment honteux et moi ça me fait vraiment mal quoi. Moi j'ai vu en France ici Marine Le Pen défiler à côté
de François Hollande pendant quand les Français, ils ont été attaqués par les djihadistes ici. Voilà. Pourtant, toi, Lucas, tu sais très bien que Marine Le Pen et François Hollande, là, ils sont diamétralement opposés. Mais quand il s'agit de leur pays, là, les gens se mettent ensemble. Et nous, on refuse de faire ça. Parce qu'on est contre le président Ouattara. Donc, on va aller soutenir Ibrahim. Un gars qui salue les blancs sans gants et qui salue les noirs avec des gants. Vous n'avez pas vu tout ça là. Il vous méprise et vous partez le soutenir. Franchement, à mon deuxième tour de parole, je vais m'arrêter là. Ça m'énerve tellement que vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daouda, tu m'as pas donné toutes les options de modération avec ce compte-là. Hein. Mais je ne savais même pas même. Tu sais que ton compte en marche, il ne maîtrise pas. Bon, ok, attends, j'ai fait ça tout de suite là. Mets toutes les options de modération, je descends avec ça, je remonte avec l'autre en haut, ça je mets ça en bas. Pour positionner ça. Ça là, ce compte là est modérateur. Oui, mais tu n'as pas mis toutes les options. Il faut enlever puis tu remets toutes les options. Comme ça, je peux descendre Dr Ibra là, je peux le jeter. Bon, mais cette fois-ci, tu as toutes les options. Tu as tout. Tu as tout. Pardon, Manitou. Voilà. Monsieur Koulibaly. Oui, vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec Lucas que si vous demandez, je vais dire, si vous êtes cohérent, vous demandez la démocratie dans votre pays, il faut aussi soutenir, donc par parallélisme des formes, il faut soutenir aussi la démocratie dans les autres pays. On ne peut pas soutenir des régimes donc dictatoriaux, donc en l'occurrence ce qu'on constate dans les pays de l'AES, et en même temps demander qu'il y ait de la démocratie en Côte d'Ivoire, même si on a déjà posé les jalons de la démocratie. Voilà, donc moi je pense qu'il faut rester cohérent dans ce qu'on fait. Et puis tout à l'heure, Daouda, tu lui as posé une question assez importante. Tu lui as demandé le bilan. Après, je n'étais pas auprès de mon téléphone. Donc, je ne sais pas si tu as répondu, M. Koulibaly. Est-ce qu'il t'a donné des chiffres probants? Non, il n'a pas été. Il est parti dans tous les sens. IB a fait usine de César, usine de ceci, usine. Il dit, mais lui là, il raconte quoi? On te dit, demande un bilan, tu vas dans tous les sens. D'accord. Ouais, parce que il faut partir avec parce que les ressentis, ce que je dis à chaque fois lorsqu'on parle des bilans, les ressentis personnels, tout ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas représentatif. Il faut partir avec des chiffres qu'on peut analyser. Est-ce que justement la situation s'est améliorée drastiquement? Est-ce qu'il y a eu donc des améliorations significatives? C'est par rapport à ça justement qu'on pourra justement effectuer des analyses objectives. Sinon, si c'est pas ça, on va rester dans des ressentis et puis on ne verra pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Lucas et puis truc. Mais il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec le sujet. Et ça, moi, je vais en parler au doyen Daouda. Ça me gêne un peu. Après, peut-être vous allez dire que je suis complexé, mais non, loin de là. À aucun moment je suis complexé. Bon, je laisse. Je vais pas en parler. Je vais passer la parole. Je vais passer la parole. Docteur Ibra, vas-y. Il y a quelque chose. Franchement, moi je pense que ça ne nous regarde. Moi, ça ne me concerne plus. Le bilan de IB à la tête de son pays, ça c'est pas le problème. Ça c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de quitter la CEDEAO, ils ont décidé de faire leur marche. Bon, qu'ils continuent, qu'ils aillent dans le sens qu'ils ont choisi. Moi, ça ne me regarde en rien. Aujourd'hui, je m'occupe de mon pays et des ressortissants qui sont dans mon pays. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Kaza, quand je dis par exemple que ça me... Au fait, quand je dis que quand j'entends un jeune parler de la sorte, j'ai mal et j'ai peur pour mon pays, c'est parce que pour moi, les vieux que tu as cités là, mais c'est fini, Laurent Gbagbo. Mais c'est fini, il a fait son temps. Qu'il pense comme ça, c'est normal. C'est quelqu'un qui a vécu sous la colonisation, sous l'empire de la colonisation, qui a été colonisé. Donc, son esprit est colonisé. Que lui, il réfléchisse comme ça, moi, ça ne me dit rien. Les vieux qui défendent ça, les connaissent Katina. Mais c'est fini. Eux, c'est le passé. Aujourd'hui, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. J'ai entendu un jeune de peut-être 25 ans qui réagit de la sorte. C'est ça qui me fait mal. Parce que je sais que ce jeune-là, on va marcher ensemble. Si demain je dois diriger quelqu'un, ça sera lui. Ou si demain un autre jeune doit diriger quelqu'un, ça sera lui. Est-ce qu'on peut diriger un jeune qui a une telle mentalité, qui a une telle manière de penser, qui a une telle manière de concevoir la politique? C'est ça qui me touche. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis, il faille qu'on inscrive dans les bulletins scolaires et même dans notre parcours scolaire de la 3e à la terminale, au moins le minimum en matière de politique. Donc, il faut spécialement, soit
c'est un cours spécial ou bien une filière spéciale politique. Voilà, pour que les jeunes fassent la politique, connaissent au moins les bases de la politique, puissent à la sortie du bac, puissent faire une analyse politique, puissent avoir une appréciation politique et puissent avoir un esprit politique, critique. Mais quand j'entends les jeunes, franchement, certains jeunes, quand je les entends, j'ai froid dans le dos. J'ai vraiment froid dans le dos. Je me dis que on dit que on souhaite que les vieux passent pour que nous, les jeunes, on prenne la relève. Mais si c'est avec cette jeunesse-là qu'on doit prendre la relève, mais on va saccager notre pays, on va le mettre en lambeaux. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que je suis plus inquiet pour les jeunes que pour les vieux. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup à tous. Je sais que je vais excusez s'il vous plaît. Excusez. Daouda, rapidement. Oui, attends, je viens, Ibra, excuse-moi, je viens, pardon. Je viens, donne-moi 2 secondes. On me dit qu'il y a Landry, ok, il y a effectivement Landry dans les demandes. Mon petit Kélépi, il va prendre ta place, je sais que tu n'as pas parlé, il va prendre ta place un peu, il a fait monter Landry Q. Après, Daouda, donne-lui ma place. Okay, non, Kélépi n'a pas encore. Non, quand ça reste, c'est pas problème, il va prendre Kélépi. Kélépi, c'est mon petit frère, t'inquiète pas. J'ai un train à prendre. Ouais. Voilà, attends. Et puis maintenant, je fais monter Landry. Ok. Maintenant que Landry a parlé, Ibra, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que juste après toi, il a donné la parole à Vincent. C'est rapidement en 30 secondes, 1 minute. Voilà, oui, c'est rapidement, hein, juste, je vais dire, un rappel assez important. La décision au niveau donc du Mali de dissoudre les partis politiques, cette décision n'a pas été, je crois, vue et lue par ceux qui adulent les putschistes de l'AES. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc on fustige le pouvoir d'Abidjan. Je veux faire savoir à ceux qui adulent l'AES qu'au Mali, les partis sont dissous. C'était juste un rappel. Merci. Merci beaucoup. Non, donnez-moi, attends, patiente. Tu vois, comme il y a des gens qui sont là, ils sont montés, ils n'ont pas encore parlé. Je parle notamment de 4 personnes. Vincent, le fils du Nord, Bois, et puis Landry. Landry, tu vas patienter d'écouter les autres un peu parce qu'ils sont là un peu longtemps. Donc, on va commencer par monsieur Vincent. Vincent, Atumbré, c'est bien ça. Bonjour, comment allez-vous? Je vais essayer de recontextualiser le sujet pour vous. En fait, il n'y a pas eu, de base, il n'y avait pas de sujet pour ceux qui viennent d'arriver. On était en train de parler de la situation au Burkina parce que moi, j'ai estimé qu'aujourd'hui, les gens, quand les militaires sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils sont venus pour gérer la question sécuritaire. 4 ans, 5 ans pour d'autres, 3 ans pour d'autres, ils sont là finalement. Le peuple est en souffrance. Les villes se font prendre les unes après les autres. Mais finalement, il n'y a pas de choses concrètes. Bon, il y a un jeune homme qui a monté le car, il a commencé à expliquer des choses. Il a dit, non, moi, je suis pas d'accord avec ta perception des choses. Mais je pense que te connaissant, tu es quelqu'un de très rigoureux. Je sais que tu as écouté nos échanges. Je te laisse la parole pour t'exprimer sur la question. Et puis, on va discuter de façon courtoise. Et j'espère véritablement que c'est vrai que Vincent a pris la parole. Il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils sont d'accord avec lui. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, restez courtois jusqu'au bout de vos échanges. Merci beaucoup. Vincent, tu as la parole. Oui, bonjour Daouda. De toute façon, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ce serait quand même étrange que tout le monde soit d'accord avec moi. On ne fait pas l'unanimité partout. Pour commencer. Alors, je suis monté en fait parce qu'effectivement, le jeune frère en fait avait tenu en fait, il avait tenu des propos. Hein, il n'avait pas d'argument. D'accord, il n'avait pas d'argument et il balbutiait suite à des questions que tu le posais. Alors, je me permets de tutoyer, hein, si tu le permets. Et je suis monté juste pour ça. Il y a 2 choses. En fait, moi, je ne comprends pas. Ce jeune, s'il est engagé dans un parti politique, oui, il est logique que vous lui dites, écoutez, tu es dans un parti politique, tu serais par exemple dans un pays de l'AES, t'existerais pas. On est d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ces pays-là sont souverains, ils décident ce qu'ils veulent. Et vous ne me direz pas, oui, est-ce qu'ils ont fait, je sais pas, un référendum ou un vote pour savoir l'opinion, en fait, des populations. Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires sont issus des partis politiques? Non. Et clairement, si vous êtes dans une réalité, dans un paradigme où vous voyez tout que par des partis politiques, messieurs, c'est normal que vous les condamnez.
Alors, moi, je vous ai vu dire des choses ici que les Burkinabés souffrent. Sur quelle base, sur quelle étude vous pouvez déterminer ou dire que les Burkinabés souffrent? Quand on dit que les Ivoiriens souffrent, il y a d'autres personnes qui disent que les Ivoiriens ne souffrent pas. Oui ou non? Il y a des gens qui disent que les Ivoiriens souffrent. Il y a d'autres qui font des panels et qui disent que les Ivoiriens se portent très bien. On a eu M. Arthur Banga, la semaine dernière, le dimanche, qui parlait en fait du miracle concernant l'IDH en Côte d'Ivoire. C'est son point de vue. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas meilleur IDH depuis que l'histoire de la Côte d'Ivoire existe. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes dans une posture de gens qui fonctionnaient selon les partis politiques, d'accord, il est tout à fait pour vous inconcevable ce type de décision. Mais l'histoire est quand même têtue. Nos républiques sont jeunes. Des modèles calqués sur le modèle français, sur celui de la Ve République. Il n'y a pas en fait un modèle clé de gouvernance qui serait la panacée de tous nos problèmes. Ça n'existe pas. Montrez-le-moi, tout le monde courrait, tout le monde allait aller vers ce truc, vers ce modèle. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous êtes dans une réalité, c'est-à-dire dans une vision occidentale, essentialiste, comme les États-Unis et autres, vous avez un modèle clé, un schéma clé. Est-ce que la Chine, en fait, la Chine a un modèle, d'accord? La Chine a un modèle comme les pays européens? Non. Ça n'empêche pas, en fait, d'accord, que vous coopérez avec la Chine. Combien de fois les gens critiquent le système politique chinois? Ça ne vous gêne pas? Vous coopérez, tout le monde coopère avec la Chine. On ne fait pas des sanctions à la Chine. Comme ça, en tout cas. Déjà, je ne parlerai pas de nos petits pays, là. C'est un fait. Donc, laissez les Burkinabés. Si, de façon Blaise Compaoré qui est à Abidjan, ce sont les Burkinabés qui l'ont fait dégager, non? Donc, laissez les Burkinabés décider, d'accord, de leur destin. Mais venez ici taper sur les Burkinabés, vous dire, oui, voilà, c'est des militaires. Les militaires sont pas des politiciens. Un militaire, déjà, quand il vient, la première des choses qu'il fait, il dissout d'abord toutes les institutions. Qu'est-ce que vous voulez? Napoléon Bonaparte, là, Napoléon, quand il est venu en France, il y avait des partis politiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Napoléon n'est pas cité par des politiciens? Dominique de Villepin ne cite pas Napoléon? Plein de politiciens français ne citent pas Napoléon? À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Laissez les gens faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je tenais à dire à Lucas, si tu veux apprendre la politique aux jeunes, il faudra pas leur apprendre seulement l'existence que du système démocratique que tu connais. Il faudra leur apprendre différents types de systèmes pour qu'ils comprennent comment le monde fonctionne. Parce que ce que tu feras en quelque sorte, c'est une sorte de dictature de la pensée. Tu leur donneras ce que toi, tu envisages et ce que toi, tu juges bon et nécessaire. Si tu veux juste, apprends-leur l'histoire et apprends-leur les différents types de régimes. C'est de la même manière qu'au Ghana, les gens crachaient sur Jerry Rawlings. Oh, c'est un dictateur, c'est un temps. Mais quand il a organisé, il a ouvert le champ démocratique. Ah non, mais il est bien, il est comme ci, il est comme ça. Laissez les gens faire leur marche. Maintenant, je vais venir sur quelque chose de très important. Sur ta question. En ce qui concerne les avancées au Burkina, je vais te choquer. Comme vous voulez des sources, apparemment le Burkina est pris, tout le temps le Burkina est à feu et à sang. Mais je vous invite à aller regarder, d'accord, les déclarations de M. Simporé, qui est l'actuel chef d'état-major au Burkina, qui a donné des chiffres. Le Burkina avait perdu au moins 50% de son territoire. Aujourd'hui, ils sont à plus de 70%, 73% au mois de mars. Mais ça n'intéresse personne. Mais dès qu'il y a une attaque quelque part, tout le monde dit le Burkina est à feu et à sang. Je suis désolé. Vous voulez que je vous donne encore d'autres chiffres? Allez regarder les productions de tomates. Je ne parle pas de l'usine de la Sofato, parce que j'ai vu des gens qui disent oui, c'est un privé. Et le gouvernement burkinabé a voulu faire de la com. Mais en termes de production de tomates, il y a une augmentation de 315 000 tonnes à 360 000 tonnes. Fin 2024. La production de mil, pareil. On a 1,1 million de tonnes. La progression dans le riz, on a 326 000 tonnes en 2024. Mais ça n'intéresse qui? Ça intéresse personne. On va taper sur le Burkina, juste parce qu'aujourd'hui, le Burkina n'est pas en odeur de sainteté avec la Côte d'Ivoire. Et pour finir, je vais rejoindre le monsieur qui disait, mais si les Burkinabés parlent mal de mon gouvernement, il est tout à fait clair et net que je sois en inimitié avec eux. Donc, voici ce que je souhaitais dire. Il y a différents systèmes et la démocratie, d'accord, n'est pas une dictature de la pensée. Donc, laissez les gens gouverner comme ils veulent. C'est des militaires, c'est pas des politiciens. Voici ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, Nsam, pour ton observation et ton opinion. Je donne la parole au fils du noble. Fils du noble. Okay. Bonjour à tout le monde, bonjour Daouda, et merci de me donner la parole. Alors, le débat il est enrichissant et j'ai écouté les uns et les autres. Et je pense que Lucas a dit quelque chose et je vais porter un additif par rapport à ça. Je pense que le problème, c'est pas que on puisse essayer de expliquer aux jeunes qu'il y a plusieurs courants de démocratie ou plusieurs pensées. Non, ils le savent.
Parce que quand on a écouté le frère tout à l'heure dans son développement, on sait que c'est quelqu'un qui allait à l'école, qui fait des recherches. Donc, c'est pas à Lucas de venir lui dire qu'il y a plusieurs formes de démocratie. Non, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de former la masse de comment on peut surpasser la haine. Voilà le vrai problème. Parce que c'est lorsque l'émotion prend le pas sur le raisonnement, on n'entend plus raison. Voilà quelqu'un qui nous dit, on accuse notre pays et pourquoi nous on ne sert pas pour démentir. C'est-à-dire, il allait à l'école, il a fait des études, et lui, dans son école, là, on lui a appris que c'est celui qui a accusé qui doit apporter les preuves. Voilà ce qu'un un jeune de la Côte d'Ivoire dit, qui allait à l'école, qui veut faire de la politique, qui dit que quand on t'accuse, c'est toi qui dois apporter les preuves. Donc, le problème, c'est pas un problème d'éduquer la jeunesse sur comment fonctionnent les courants politiques. Non, 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 non. C'est comment surpasser la haine. Parce que quand on les écoute, il n'y a que la haine qui les anime, il n'y a rien d'autre. Tu souhaites la démocratie chez toi, mais ailleurs, tu soutiens la dictature, tu soutiens les coups d'État. Donc moi, je pense que le problème, c'est la formation des masses. Comme Lucas, il a dit tout à l'heure, je pense qu'il va falloir réfléchir, s'asseoir, peut-être même faire une sorte de moratoire, voir comment on peut trouver des manuscrits, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'éducation nationale pour apprendre aux jeunes que, écoutez, on peut avoir de la haine, mais il faut raisonner. Parce que quand la haine prend le dessus sur ton raisonnement, tu n'es plus rationnel, tu n'es plus intellectuel, tu n'as plus de lucidité. Et ce qu'il oublie, un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est au minimum 30 ans de recul pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui, en tant que jeune, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et tous seront grillés. Ils seront tous grillés par rapport à ça. C'est-à-dire que dans sa haine là, sa haine est limitée à, il y a un monsieur qui est là, je veux plus de lui. Mais il ne réfléchit pas sur les conséquences même de ce qu'il souhaite pour son pays. Et c'est ce qui est malheureux. Donc moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'enseigner à la jeunesse d'aujourd'hui que non, il y a plusieurs courants politiques. Et puis voilà, ils le savent très bien. Sauf que c'est la haine qui les domine. Donc je pense que chacun va essayer de voir à son niveau ce qu'il faut faire. Les vieux, ils n'ont que des souvenirs, ils n'ont plus d'avenir. Donc il n'y a plus rien à faire pour eux. Comme moi, je l'ai toujours dit, hein, je me dis que si nous, on a un remède aujourd'hui là, on a un vaccin, on n'a pas un sérum. Parce que le vaccin, au moins, c'est à titre préventif. Tu n'as pas encore la maladie et puis on te fait ça. Mais le sérum, c'est à titre curatif. Il faut avoir la maladie et puis on va te retirer. Les vieux, là, non, on n'a pas le sérum. Mais on a au moins des vaccins pour la jeunesse d'aujourd'hui à titre préventif pour essayer de les sensibiliser pour dire voilà, 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 voilà. Mais une chose est sûre, c'est pas un problème d'apprendre aux jeunes comment faire la politique, de les apprendre que ouais, il y a plusieurs courants démocratiques. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment surpasser la haine et il va falloir réfléchir là-dessus pour voir comment on peut faire par rapport à la jeunesse de demain. Merci. Merci, Bois. Vas-y, okay. Et puis après, je donne la parole à Landry. Ok, merci beaucoup, Daouda. Bonjour à tous. Bon, apparemment, quand on vient de voir, comme Daouda dit, il ne faut pas trop envoyer, sinon, si on écoute sans parler, c'est grave. Parce que c'est vous qui tapez tous les jours pour dire les autres parlent que des chiffres. Mais tout à l'heure, c'est que toi, tu as donné que des chiffres. Tu as donné que des chiffres. Tu dis, on ne doit pas parler du Burkina. Que de laisser les Burkinabés. Non, non, on va parler de Burkina. Puis on prend l'an du contribuable ivoirien pour nourrir des Burkinabés, près de combien de mille Burkinabés qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui dorment, même le courant qu'ils utilisent. Mais après encore, c'est les mêmes qui juste Daouda, je veux savoir, est-ce que je pourrais répondre au monsieur qui parle, juste sur ses arguments, et je laisse parler. Est-ce que je pourrais répondre, juste pour savoir, pour ne pas dire... Non, mais laissez finir, et puis non, je pose la question. Non, c'est possible. Ce qu'on va faire, oui. Juste quand il va finir de parler et que oui. Landry va parler, je laisserai 2 minutes pour répondre. Ok, ça marche. Daouda, moi j'attends aussi, j'attends. Non, t'inquiète pas. Donc, on a le plein droit de parler du problème de Burkina. Maintenant, si vous trouvez que ils sont dans que le peuple si c'est le peuple c'est plein. Le peuple burkinabé, le peuple malais se plaît pas dans ce qui se passe. Hein. Ils peuvent pas parler. La preuve en est. On a vu ça tout à l'heure au Mali. Les partis politiques se sont sortis pour dire qu'ils réclament la démocratie, ils n'ont pas organisé les élections. C'est passé comment? On n'a pas dissous les partis politiques. Tout ça, c'était pour faire quoi? Pour empêcher les gens de parler. Mieux vaut prévenir que de guérir. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Ils savaient que ce qui commençait là, la sortie des politiciens là, ça ne les arrangeait pas. Donc il fallait précipiter la dissolution des partis politiques. À un moment donné, arrêtons. Ne venons pas sur des panels pour venir justifier ce qui n'est pas à justifier. Vous allez beau tourner là. On n'a même pas besoin d'être au Burkina pour dire que non, c'est chaud sur le Burkinabé. Est-ce qu'on a besoin d'être au Burkina pour savoir que ça va pas au Burkina? On n'a pas besoin d'être au Burkina pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'être en Côte d'Ivoire pour savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire?
Tout se passe sur les réseaux, tout est montré, on voit tout, on appelle, on a des gens là-bas qui appellent, on nous donne des informations, les journalistes sont là ici, les journalistes travaillent en eux. Il y a des journalistes ivoiriens qui travaillent avec les journalistes burkinabés, ils travaillent avec les journalistes maliens, puis on voit sur les plateaux de Live TV, les plateaux de MCI, des journalistes burkinabés, des journalistes maliens qui font des conférences, ou soit qui se déplacent pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a besoin d'être là pour savoir ce qui se passe? Même quand on les pose la question, même quand ils les ont expliqué, tu sens qu'ils ne veulent pas rentrer en profondeur. Parce qu'ils sont menacés. Il faut arrêter. Ne venez pas défendre. Le monsieur est venu dire, il dit, va finir à l'autorité en 6 mois. Mais ça lui fait près de 4 ans. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, les gens souffrent. Les gens souffrent. Est-ce que c'est difficile de vous expliquer ça? Mais actuellement, au Niger, les gens sont obligés d'envoyer des trucs alimentaires au Niger. Au Burkina, c'est pareil. Il faut arrêter. Vous êtes assis en Europe, vous connaissez même pas la souffrance des gens au pays, dans les pays là-bas, c'est vous qui venez ça pour dire non, combien de mille de tomates. Toi, tu es sérieux dans ce que tu dis à faire de tomates là? C'est des chiffres que tu changes, tu dis non, le chef d'État major du Burkina a dit ça. Mais c'est normal. C'est surtout dans la propagande là. C'est ce que vous êtes en train de faire sur des panels. En train de défendre l'indéfendable. En train d'essayer de justifier même tout ce qui est clair devant tout le monde. Mais quand Lucas dit qu'il s'inquiète pour la jeunesse, c'est tout à fait normal. Tu veux qu'on a dit quoi aux vieux là encore? Mais c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. C'est sur la jeunesse qu'on doit s'appuyer. Donc cette jeunesse fait peur. Cette jeunesse, ça fait peur. Avec les mentalités qu'ils ont, ça fait peur. Tu peux pas souhaiter quelque chose dans le pays des habitants qui refusent que ça soit dans ton pays. Pourquoi? Si quelque chose est bon dans le pays des gens, faut souhaiter ça pour toi. Pourquoi vouloir quelque chose pour ton ami et puis vouloir le contraire pour toi? C'est pas possible. Les gens souffrent au Mali, ils n'ont pas d'électricité, tout est à l'arrêt. Au Burkina, c'est pareil. Toutes les activités sont à l'arrêt. Est-ce que c'est difficile de parler de ça? C'est pas difficile. Toujours en train de là pour mentir aux gens seulement. Ils vont faire sortir des chiffres qui n'ont rien à voir. Les gens, ils souffrent dans ces pays-là. L'usine de tomates, il n'y a pas d'usine de tomates au Burkina. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est des histoires, c'est des usines qui sont que, depuis tant de rock à que des gens ont financé leur argent pour construire les usines. Mais tout ça, on va venir prendre pour venir se montrer les gens pour dire non, on a fait usine de trucs. Le capitaine là, il se fout des gens. Ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections qu'ils sont quittés dans la CEDEAO. C'est parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. C'est pas pour dire que non, c'est une histoire de souveraineté. Est-ce qu'il peut être souverain? Quelqu'un qui ne peut pas fabriquer une calache. Toi, tu peux être souverain comment? Tu en es pour toi ou pour aller combattre. Les mêmes qui te donnent les armes, c'est les mêmes encore qui vont aller donner ça aux autres aussi pour pouvoir prendre les jetons. Puisque la Russie là, et la Russie vend ses trucs. Quelqu'un qui vend des trucs, vous vend des armes. Tu es sûr que la personne veut que ça n'a pas fini? Sur le parlant final, les armes, ils vendent ça à qui? C'est les mêmes qui vous donnent, c'est les mêmes qui vont donner de l'autre côté aussi. Donc, à un moment donné, arrêtons. Soyons factuels. Les Burkinabés souffrent. Les Maliens souffrent. Les Nigériens souffrent. C'est ce qu'on est en train de dire. Si vous trouvez que Côte d'Ivoire, ça va pas. Mais quand on va dire Côte d'Ivoire, en 30 secondes, les gens peuvent être à l'aise. Si en Côte d'Ivoire, les gens souffrent là, qui est sûr qu'au Burkina, les gens peuvent être à l'aise. Ok, je vais m'arrêter là. Ça donne trop mal à la tête même. Ok, monsieur Nissan, rapidement, vous avez 2 minutes pour répondre je crois, pardon, c'est à quelqu'un qui met mon micro. Si Lucas, non, si je laisse comme ça là, ça va perturber le panel. Je n'arrive pas à fermer mon micro. Oui, je ferme, d'accord, j'ai compris, je ferme. Ok, monsieur Nissan, je vous donne 2 minutes pour répondre aux différentes assertions précédentes et puis je passe la parole. Merci, allez-y. Bon, pour répondre déjà aux précédentes assertions, il faut que monsieur, en fait, il revoie ses classiques. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mbalo Sissoko, qui est un président normalement élu, d'accord, qui ne respecte pas aussi, d'accord, ce que la CEDEAO décide. Je pense qu'il faudra aussi vraiment plaider aussi pour nos frères au niveau de la Guinée-Bissau. On va revenir sur le cas du Burkina. Vous me dites, en fait, que oui, j'ai donné des chiffres et bizarrement, les chiffres du Burkina Faso, j'y crois. D'accord, contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ok, quel élément en fait souhaitez-vous que je vous envoie? Vous voulez que je vous envoie des photos de ma présence au Burkina Faso? Parce que je pense que contrairement à vous, cher monsieur, je ne sais pas, je connais pas vos déplacements, mais je pense que j'ai plus mis pied au Burkina que vous. Donc je sais de quoi je parle. D'accord? Je vais vous citer des projets, l'aéroport de Dansa, qui était bloqué, d'accord, actuellement en fait en finition en termes de chantier. Allez demander au Burkinabé si Dansa existe ou pas. Vous dites que le Burkina, actuellement le Burkina est aux arrêts. Rien ne fonctionne au Burkina. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et vous me dites que je suis un propagandiste? Vous me dites que le Burkina Faso actuellement ne fonctionne pas. Sur quel élément? Vous nous avez sorti une preuve.
Il y a un monsieur qui me parlait de boîte de tomates. Allez, en dehors même de la boîte de tomates, il y a plein de choses à base de sorgho. Ils font plein de choses aujourd'hui, même dans la brasserie. Demandez au Burkina, même ceux qui aiment ou ceux qui détestent Ibrahim Traoré, ils vont vous le dire. C'est des faits, cher monsieur. Ça peut vous faire mal, mais le Burkina Faso n'est pas aux arrêts. Vous avez dit beaucoup de choses. Que la Côte d'Ivoire, d'accord, aujourd'hui gère le budget du Burkina, que la Côte d'Ivoire alimente en électricité le Burkina Faso. Le premier pays qui actuellement alimente en fait le Burkina Faso en électricité est le Ghana. Et je l'ai dit avec monsieur Nzi Kokora en sortant les preuves l'année dernière. Donc vous pouvez aller vous renseigner. Vous voyez, vous dites beaucoup de choses sans rien dire dans le fond. Vous êtes dans un fonds de commerce, vous êtes un militant, patenté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes militant, vous êtes dans une diatribe avec le Burkina Faso parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté. Mais ne dites pas ce que vous ne savez pas. Moi, je ne parle pas sans preuve. Vous n'avez sorti aucune photo, rien du tout, et je pense même que vous ne connaissez pas le Burkina Faso. Quand vous y mettrez pied, vous verrez que le Burkina fonctionne. Alors, rapidement pour le Mali, pour que je chute, parce qu'il me reste 10 secondes, le Mali est aux arrêts. Vous êtes sûr que le Mali est aux arrêts? Le Mali est bloqué, rien ne fonctionne au Mali. Je pense qu'à un moment, il faut être sérieux. Ok, merci monsieur le Sang. Rapidement, on va passer la parole à monsieur Kuyo. Voilà, monsieur Kuyo, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Votre micro est désactivé. Merci bien. Alors, je voudrais déjà vous saluer et puis vous féliciter pour cet échange-là qui est preuve de ce que nous adhérons tous à la possibilité que chacun d'entre nous exprime ses opinions, formule ses avis et dans le cas d'un débat contradictoire apporte les arguments valant contredits. Cette réalité-là peut être appelée démocratie et pourrait être appelée autrement. Mais si nous, en tant que personnes humaines, nous sommes sensibles à ça, comprenez que le bon sens est la chose la mieux partagée dans ce monde, c'est que donc de l'autre côté de la frontière ivoirienne, au niveau du nord, il y a aussi de très nombreuses personnes qui espèrent elles aussi connaître ou faire l'expérience au quotidien de la même réalité. C'est de ça qu'il est question. Les aspirations des personnes humaines, là, elles sont les mêmes. C'est pourquoi est-ce que l'on dit que ce sont des droits universels. Et cela n'est pas contrarié par la géographie ou des régimes politiques passagers. Donc si nous nous plaisons aujourd'hui, là, ce dimanche-là, à connaître cette réalité, c'est qu'il faut comprendre que de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui aspirent aussi connaître à nouveau cette même réalité-là. C'est quoi la souveraineté d'un peuple? Je prends le cas du Mali. On nous dit que nous avons des régimes militaires qui se veulent être essentiellement autoritaires et que la démocratie n'est qu'un choix. À ce moment, je serais d'accord avec ceux qui pensent ainsi si de l'autre côté on est cohérent. Au Mali, en août 2024, une constitution a été adoptée. Par quelle voie? Par voie référendaire. La voie référendaire est un processus autoritaire ou démocratique? Une constitution, oui. Et quand on l'organise par voie référendaire, c'est partout sur le territoire national où cela a été possible. Donc on a consulté des gens. Et dans cette constitution-là, à l'article 39, le droit à l'existence et au fonctionnement des partis politiques est consacré. Qu'y a-t-il de plus important, de plus haut dans un État que la Constitution? Il faut qu'on soit cohérent. Hein. Si le Mali dit, nous on abolit, le régime dit on abolit cette Constitution-là, et qu'en lieu et place, on y établit la charte de la transition, ça fait cohérent. Mais on ne peut pas avoir en concurrence une constitution qu'on va mettre forcée à tenir en sommeil et celle-ci sera surplombée par une charte. Mon Dieu, arrivé un moment. Ils sont libres de choisir, mais donc on leur considérait même l'incohérence. Là, on choisit un pan de l'expression démocratique quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on choisit un pan de la démarche autoritaire.
sérieusement. Moi, je n'aurais pas à me prononcer sur le cas du Mali, en l'espèce, s'il n'y avait pas une constitution. Elle existe, cette constitution. Elle a été votée par voie référendaire. Référendaire. Qui garantit des droits fondamentaux. Quand vous lisez le préambule même de cette constitution, il est garanti l'expression multipartite du peuple. C'est écrit noir sur blanc. Et on va nous dire qu'une simple décision d'un chef d'État pouvait venir mettre en mal une disposition constitutionnelle au titre des droits fondamentaux. Et on applaudirait ou on tolérerait une telle incohérence. Arrivé un moment. Je ne veux même pas vouloir m'exprimer sur les performances de ceci ou cela parce que même un État en difficulté va continuer à fonctionner. Si au Burkina Faso, ça continue, on produit, mais je me félicite, je suis heureux. Je ne peux qu'être heureux. En Birmanie, ça fonctionne aussi. Au Kurdistan, ça fonctionne aussi. Il y a forcément une activité. Il y a forcément une économie qui tourne. Mais arrivé un moment, il faut pouvoir être cohérent. On est ça ou on ne l'est pas. Parce qu'on est bien critique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Prenons le cas de l'IDH. Il y a des progrès, mais on vous dit c'est un progrès dans l'insuffisance. Mais de l'autre côté, on félicite les progrès de l'autre côté. Quand bien même, techniquement parlant, quand on compare, ils ne sont pas plus valeureux qu'ici, mais on est plus... Bon, qui aime bien châtie bien, peut-être, je prendrais ça ici. Et il faudrait tirer conséquence de ce qu'il faut faire davantage pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes un grand pays et on exige de nous davantage. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour le regard porté sur les autres, je me permets de le faire parce que de l'autre côté, on a une constitution qui a été élue et votée par voie référendaire. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Arrivé à un moment donné. Arrivé un moment. Dans ce cas-là, abolissez la Constitution. Peut-être que c'est la prochaine démarche qui va se faire. Et puis à ce moment-là, on fonctionne avec une charte de la transition. Comment peut-on avoir une charte de la Constitution qui va, elle, permettre au président en exercice de demeurer président sans qu'il y ait élection, contrairement à la disposition, je crois, de l'article 45 de la Constitution. Et puis, on applaudit ça. Abolissez la Constitution, à ce moment, ça ferait cohérent. Maintenant, pour ceux qui défendent ce régime autoritaire-là, c'est pas que cela est fondé par le fait qu'ils croient réellement ça. Ils défendent ces régimes-là parce que ces régimes sont en situation d'inimitié avec celui d'Abidjan et tant qu'ils peuvent voir en eux des partenaires qui peuvent les aider, soit stratégiquement ou tactiquement, au renversement du pouvoir d'Abidjan, ça les arrange. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si vous demandez à ces personnes d'aller s'installer là-bas, ils n'accepteront pas. Parce que ce qu'elles trouvent ici en Côte d'Ivoire, même le minima sur lesquels elles crachent, elles ne trouveront pas ça là-bas. Mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est juste cette posture-là. Il ne faut pas épiloguer plus longtemps. Non, on veut juste qu'un régime tombe et on est prêt à s'allier à tout le monde pour peu qu'on soit en capacité de le faire tomber. On applaudit bien les régimes maliens, burkinabés, mais est-ce que vous les voyez encenser celui de la Guinée? Parce que si au niveau du Burkina, l'entente se fait, vous verrez les mêmes là, vont se retourner contre le Burkina Faso. Hein. Si au niveau du Burkina Faso et du Mali, les relations diplomatiques, ça commence à se stabiliser, commence à s'améliorer, mais vous verrez les mêmes qui vont commencer à cracher, même sur les efforts, les progrès ou les avancées économiques. Vous les verrez, ils auront cette même démarche-là pour dire, mais c'est n'importe quoi, ce sont des vauriens, ce sont des vendus, etc., etc. Donc je comprends tellement bien ça qu'au final je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine d'épiloguer? La véritable question est celle-ci.
Et c'est que si nous choisissons, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, si nous faisons le choix d'être une république, et une république qui s'exprime dans un ordre démocratique, donnons-nous les moyens, génération après génération, d'améliorer l'offre démocratique, afin que ce soit une expérience quotidienne, nous permettant de garantir les droits fondamentaux, économiques, culturels des uns et des autres. Voici le combat qu'il va falloir mener et l'intégrer, ce projet sociétal-là, dans tous les aspects de notre vie, depuis l'école, au sein des familles, dans le cadre des médias, etc., etc. L'expérience Merci beaucoup, de la Landry. démocratie. Je t'en prie. Merci beaucoup, Landry. Denis Mani, vas-y très rapidement, et puis après, Ibra, tu vas tourner la parole. Merci bien. Ouais. Je voudrais je voudrais commencer par faire une précision. Alors aujourd'hui, nous, en tant qu'Ivoiriens, on se prononce effectivement sur la situation dans ces trois pays parce que justement, ce sont nos voisins pour le Burkina et le Mali. Et au regard de nos liens historiques, au regard des mouvements de population, ce qui se passe dans ces pays a forcément une incidence sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucun Ivoirien n'a intérêt à ce que ces pays vacillent d'un point de vue sécuritaire parce que leur déchéance voudrait dire que le nord de la Côte d'Ivoire est en proie donc au phénomène que tout le monde connaît aujourd'hui et auquel la Côte d'Ivoire essaie d'apporter jusqu'à présent des réponses qui, ma foi, sont probablement efficaces. Quelqu'un a posé la question de savoir qui nous dit qu'aujourd'hui le peuple burkinabé serait martyrisé. Moi, je voudrais prendre un exemple. En décembre 2024, j'étais avec un ami qui expliquait une situation. Je lui ai demandé, mais ça fait un moment quand même que tu n'es plus actif dans le débat politique burkinabé. Il a pris un exemple qui est tellement, on va dire, désolant que ça traduit le malaise aujourd'hui donc de ces populations-là. Le monsieur, il a un ami qui crée un groupe WhatsApp dans lequel il est très critique vis-à-vis donc de IB et de son régime. Et l'ami en question dont je parle, quand il voit les critiques dans le groupe, il décide donc de quitter le groupe WhatsApp. Mais les jours qui suivent, celui donc qui en amont avait créé le groupe a été arrêté. Ça, c'est un simple groupe WhatsApp pour démontrer quand même le niveau aujourd'hui, on va dire, de déni des libertés dans ces pays. Et pourquoi nous sommes également critiques vis-à-vis des régimes, on va dire, militaires dans ces pays? Parce que justement, au moment où ils prenaient le pouvoir, ils ont estimé que les personnalités civiles qui avaient donc la gestion de ces pays avaient montré leurs limites dans la réponse à apporter donc au phénomène terreau. Mais aujourd'hui, quand vous prenez donc un président comme IB, quand il est arrivé, il a dit que si tout est mis en œuvre d'un point de vue opérationnel, en 6 mois, il parviendrait donc effectivement à pouvoir endiguer la menace terreau. Mais aujourd'hui, quel est le constat qu'on fait? Quel est le bilan qu'on fait 2 ans après? Le Burkina est en train de devenir l'épicentre donc de la menace. Et ça, c'est un élément qui est concret, qui est visible donc de tous les Burkinabés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la liberté de pouvoir décider de leur destin? Non, je m'inscris en faux. On a vu des anciens ministres qui, parce que ils ont osé prendre la parole publique pour critiquer la gestion actuelle, ils sont retrouvés au front. Des avocats, est-ce que la part d'un avocat, c'est au front? Pas dans un pays comme le Mali, des leaders d'opinion comme Ras Bat sont aujourd'hui incarcérés parce qu'ils ont osé à un moment donné donc critiquer, on va dire, la gestion des militaires. La vocation des militaires, ce n'est pas donc de diriger le pays. Ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils apportent une réponse à la menace donc sécuritaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs années après, pour le Mali c'est 5 ans après, pour le Burkina 2 ans après, est-ce qu'ils ont réussi donc à pouvoir endiguer la menace? Non. Voici la question de fond que nous posons aujourd'hui. Et nous sommes en droit donc de poser cette question, d'autant plus que quand vous partez dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez les mouvements de population qui descendent régulièrement. Moi, j'étais récemment donc à Féké, mais à un moment donné, il y a un autre problème. Et ça, il faut peut-être alerter dès maintenant. On va dire les bêtes qui descendent avec les migrations de ces populations, les bœufs, mais ça crée aujourd'hui des problèmes entre ces éleveurs donc qui descendent de ces pays et puis les agriculteurs donc du nord de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi on ne parlerait pas de ces questions alors que nos populations, donc au-delà du budget que la Côte d'Ivoire dégage aujourd'hui pour pouvoir effectivement accueillir ces populations, nos populations donc sont finalement en proie à toutes ces vagues donc de déplacement vers le nord de notre pays. Donc voici ce qui légitime notre position de dire qu'on a tout intérêt à ce que justement ces pays puissent renouer avec la normalité
et que donc la paix revienne. Maintenant, quitte au Burkinabé, au Mali, au Nigérien de dire quelle est la forme de gouvernement qu'ils veulent, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment il y a la stabilité et comment la Côte d'Ivoire, dans le cadre donc de la coopération sous-régionale, pourra donc avoir de bonnes relations avec son voisin. Pour revenir donc au contexte ivoirien, il y a Kaza qui a dit quelque chose qui est essentiel pour moi. Dans un pays, tout ne peut pas être politique. Il y a des moments donc de la vie d'une nation où il doit avoir un minimum de consensus national autour de certaines questions. C'est par exemple les questions de sécurité. C'est par exemple quand des puissances extérieures ou des pays voisins décident de s'en prendre à votre pays. On n'a pas besoin d'être du parti au pouvoir pour comprendre cela. Mais aujourd'hui, la polarisation du jeu politique ivoirien fait que on résume tout à la politique. Et pour aller dans le sens de Lucas, ce n'est pas qu'une affaire de jeunes. Regardez même les intellectuels sur les plateaux télé, regardez les empoignades. Pour moi, ce n'est pas qu'ils ne savent pas c'est quoi la vérité, mais c'est parce que justement, chacun à un moment donné se laisse adosser à un parti politique ou est influencé par une vision politique que finalement, on décide donc de tordre le cou à ce qui est la normalité pour donc trouver des arguments pour justifier, on va dire, tout ce qu'il y a comme déviation autour de nous. Donc voilà vraiment ce que je voulais dire à ce niveau et dire qu'en Côte d'Ivoire, on a tout intérêt à ce que tout ne soit pas politique dans notre pays et qu'il y ait un minimum de consensus autour de cette question. Merci. Merci. Monsieur Koulibaly, je ne vais pas tarder. Je ne sais pas si vous êtes là. Je sais pas si. Ouais, je suis là. Voilà. Je sais pas si c'était à qui de parler. Comme ça, voilà. Parce que je vais pas tarder. Je pense que c'était à Lucas de parler. Oui. Ouais, Lucas. Ok. Oui. Donc, si je chute, c'est pas ma faute, hein. Je vais pas tarder. Lucas, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Merci. Franchement, j'aimerais dire merci à tous les intervenants. Et puis, pour dire que moi, en même temps que j'ai pitié, au fait, c'est malheureux. C'est malheureux de voir à quel point les Africains sont déconnectés de la réalité. Et concernant le régime burkinabé et ses régimes militaires au pouvoir, ils nous avaient promis à l'époque où on croyait véritablement que la venue de ces militaires au pouvoir allait permettre d'endiguer le phénomène des terreaux dans le nord. Mais aujourd'hui, le Burkina contrôle presque 60% de son territoire. 40% du territoire est contrôlé par des milices, des terreaux. Ils n'ont pas le contrôle du territoire, mais ils sont devenus plutôt des politiciens. Aujourd'hui, mais moi je réfléchis, je dis mais quel est cet exemple-là qu'on donne? Donc moi, si je veux devenir président de la Côte d'Ivoire, je rentre en Côte d'Ivoire, je prends simplement mon bac, je vais à l'ENS, je passe le concours de militaire, j'attends 2, 3, 5 ans, une fois que j'ai un petit grade, je m'entends avec 5, 10, 15, 20, 100 personnes dans l'armée et on va bouter le président hors du pouvoir et on va devenir président de la République. Est-ce que c'est cela l'image qu'on veut enseigner dans les écoles, l'image des putschistes où on peut prendre le pouvoir par les armes? Est-ce que lorsqu'on s'en va au front en tant que militaire, est-ce que l'objectif c'est de revenir à la capitale pour venir faire sauter le président pour prendre le pouvoir et s'installer durablement? Moi je pense que non. Donc on ne peut pas enseigner ça aux élèves, on ne peut pas enseigner ça aux enfants. Je suis désolé, parce que mon frère me dit non, il faut enseigner toutes sortes de... Mais non, nous sommes dans un état démocratique. Voilà, donc si on doit enseigner quelque chose à l'école, à nos enfants, c'est la démocratie. On a choisi la démocratie. Voilà, on ne peut pas enseigner autre chose à l'école, mais dans l'histoire, c'est sûr que dans l'histoire, on parle d'autre chose. On parle des régimes autocratiques, on parle de tout ça. On parle même de la chute du mur de Berlin, on parle de l'Allemagne, on parle de tous les régimes en gros. Mais on ne peut pas enseigner à l'école cette manière de prendre ou d'accéder au pouvoir. C'est impossible. Comme dirait l'autre, c'est impeuplable. Mais donc, si on doit enseigner quelque chose, c'est la démocratie. Maintenant, concernant le Mali, le Burkina et le Niger, franchement, moi, je ressens comme de la pitié. Parce que ces peuples-là ont été pris en otage. Ils sont pris en otage par des aventuriers politiques. Ils ont décidé
de faire une aventure à la tête de ces régimes-là, de ces pouvoirs-là. Je ne sais pas quelle sera la fin, mais quand tu es venu par les armes, obligatoirement, il est fort probable que tu partes aussi par les armes. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour ces pays-là? Non. Combien de coups d'État au Mali? Je ne sais pas. Combien de coups d'État au Burkina? Mais c'est récurrent. Moi, j'estime que c'est dangereux pour le fonctionnement de notre jeune pays. Nous devons penser plutôt au développement. Aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire au Burkina? C'est zéro. Quelle est la situation sécuritaire au Mali? C'est zéro. C'est des pays qui sont toujours, depuis combien d'années? Voilà, ils sont toujours ancrés dans ces trucs-là. Maintenant, moi, si je veux donner un avis concret, la Côte d'Ivoire, pour moi, doit être un exemple pour ces pays-là. Nous sommes sortis de 10 ans de crise. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau tellement élevé par rapport à certains de ces pays que pour moi, ils devaient prendre exemple plutôt sur la Côte d'Ivoire et son fonctionnement. Pour moi, c'est pas la démocratie qu'on peut évoluer. C'est pas la démocratie qu'on peut construire des nations fortes. Moi, nous sommes dans des pays où nous voyons comment l'évolution du pays est, comment ça avance, comment ça marche. Mais ça là, qui n'est pas fier de voir ça? Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'aspect de nos pays, nous ne sommes pas heureux. Donc, qui mieux que nous-mêmes peut souhaiter que nos pays deviennent vraiment ancrés dans la démocratie, où il y a la liberté d'expression, parce qu'au Burkina, il n'y a pas la liberté d'expression, au Mali, il n'y a pas cette liberté. Est-ce que, à travers l'exemple que Denis Mani vient de donner tout à l'heure, mais il y a certaines vidéos qui circulent où certaines personnes, parce qu'ils ont critiqué, ils sont partis, on est parti les prendre chez eux à la maison, hein, les faire sortir de chez eux pour les envoyer au front, bien soit en prison. Mais est-ce que ça, c'est l'exemple de pays démocratiques qu'on souhaite avoir? Non, moi, je suis désolé. Moi, je ne peux pas soutenir des régimes qui s'accrochent au pouvoir. Ces gens-là sont venus au pouvoir, ils étaient maigres. Aujourd'hui, ils se sont engraissés. Ils ont la chair de partout. Ils sont devenus en forme, ils ont pris goût au pouvoir et ils ne veulent plus laisser ce pouvoir-là. Alors que on ne dirige pas un pouvoir par les armes, par la force. C'est plutôt par l'assentiment populaire, donc par le choix. Est-ce que les Burkinabés sont d'accord avec ce que IB fait? Mais pour prouver qu'ils sont d'accord, il faille au moins qu'ils passent aux élections. C'est à travers les élections qu'on peut savoir si tu as l'assentiment ou non, hein, de la population. Mais c'est ça c'est ça le socle de la démocratie. Mais si tout le monde veut se comporter en autocrate dans son pays, mais qu'est-ce que les pays africains deviendront? Voilà, aujourd'hui, on veut prendre exemple sur des pays, mais en Chine, il y a la démocratie. En Chine, c'est pas la dictature. En Chine, c'est la démocratie au sein d'un parti, un même parti politique. C'est dans ce sein-là, c'est dans ce parti politique-là que les dirigeants sont choisis. Mais en Chine, c'est pas des militaires qui sont au pouvoir. Citez-moi un régime où les militaires sont au pouvoir et actuellement, hein, ce pays-là, il est en avant, il est cité dans le monde ou bien il travaille avec. Non, moi je n'en vois pas, je n'en conçois pas actuellement. On a vu tous les régimes qui ont tenté de se comporter de la sorte. On a vu ce qui est arrivé. Donc moi je ne peux pas prendre exemple sur le Mali, le Burkina ou le Niger. Pour moi c'est des pays qui sont aujourd'hui séquestrés. Ils sont pris en otage par des régimes. Voilà, par des régimes autocrates et par des régimes qui ne souhaitent pas, par des présidents ou bien des chefs de l'État qui ne souhaitent pas laisser le pouvoir, qui sont ancrés dans leur bulle. Une bulle, je ne sais, voilà quoi en dire, mais pour moi c'est très grave. C'est grave pour l'Afrique et c'est grave pour notre jeune génération de penser qu'en 2025, il existe encore en Afrique des régimes où des militaires sont au pouvoir et qui souhaitent s'accrocher au pouvoir indéfiniment. Pour moi, c'est très grave et c'est malheureux. Merci beaucoup, Daouda. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup à toi, Lucas. Je vais laisser la parole à Ansan pour qu'il puisse aussi donner son avis sur la question, puis après on déroule. Écoutez, quand ça devrait prendre l'avance. Ok. Ouais. Je sais qui s'est exprimé. J'ai entendu. J'ai entendu une phrase, c'est bon. Non, j'ai dit en fait, non, c'est pas grave. Laisse le sound s'exprimer. Vas-y. Ok, merci. J'ai trouvé dommage que Monsieur Kyo soit parti, parce qu'il a dit quand même des choses assez intéressantes et c'est dommage qu'il soit parti. Alors, bon, je vais quand même rebondir sur des éléments qu'il a évoqués. Il a insisté sur le référendum.
Et il nous a fait comprendre que le référendum, en fait, est un élément essentiel qui marque la démocratie, est un élément essentiel pour la démocratie. Bon, le référendum peut être une initiative citoyenne. On peut être même en pleine dictature, comme vous l'exprimez, et faire des référendums. Donc ça ne veut absolument rien dire. Je vais aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit à l'instant par mon cher Lucas, qui a donné exemple sur la Chine. Et il a bien fait de citer un élément. Il a dit la Chine, il y a un seul parti. Il a dit en Chine, il y a un seul parti, mais c'est pas des militaires. Bon, si vous avez une conception démocratique à géométrie variable, d'accord, je prends acte, d'accord, qu'un seul parti peut désigner des gens contre l'avis des populations. Bon, c'est une forme de démocratie, il n'y a pas de problème. J'ai écouté aussi un monsieur, c'était qui? Le monsieur, je sais plus, qui a dit que Ibrahim Traoré a dit, s'il disposait des moyens nécessaires en 6 mois, il aurait fait le nécessaire pour vaincre cette affaire de terrorisme. Mais je vais prendre juste votre phrase. Si nous disposons des moyens, quand on dit si nous disposons des moyens, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et ce que vous ignorez, la plupart de nos armées, depuis de nombreuses années, sont complètement détricotées. Et donc, des personnes qui étaient sur le front n'avaient pas les ressources nécessaires. Et malheureusement, c'est pas en 5 mois qu'on équipe une armée quasiment inexistante. Bon, ça c'est selon le point de vue de chacun analyse comme il veut. Alors, Lucas a dit aussi quelque chose de très intéressant. La démocratie comme alternative, comme meilleur moyen en fait, d'accord, de gouvernance, il faudra impérativement enseigner ce modèle-là seulement à nos jeunes. Mais Lucas, c'est de la dictature, tu fais. Il y a pas mal d'intellectuels que vous invitez sur des plateaux télé, vous leur demanderez comment ils ont pu, en l'occurrence Arthur Banga que vous affectionnez beaucoup. Je crois qu'il est en histoire. Donc, allez dire à Arthur Banga d'apprendre seulement que la démocratie en histoire, ça n'a pas de sens. Normalement, il faut élargir le spectre des enfants en Côte d'Ivoire pour qu'ils comprennent comment fonctionne le monde. On ne peut pas mettre que la pilule démocratique dans le cerveau d'un individu. Ce que vous faites, c'est une dictature de la pensée. Et c'est très dangereux parce que les Ivoiriens réfléchiront en fait comme des animaux, comme des machines, parce qu'ils auront une seule vision, une seule façon de voir. C'est pas le fait de voir, de comprendre l'histoire ou le fonctionnement du monde qui pousse des gens à prendre des armes. Vous avez en fait, je sais pas, cette allergie-là, obligatoirement, d'accord, contre la venue de quelqu'un aux armes de pouvoir. C'est pas ça le plus important. Ce que nous voulons et ce qui pose réellement problème, c'est le fonctionnement de nos institutions. C'est ça, les institutions. Et les institutions ne fonctionnent pas, comme vous nous le faites croire. J'ai entendu des gens parler d'expression, liberté d'expression. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le fait de brandir un drapeau n'a pas mis quelqu'un en prison? Et la personne par la suite a été libérée? Dans un des États les plus démocratiques, brandir un drapeau quoi, russe, de surcroît, même pas burkinabé, ni malien, ni nigérien. Alors, vous allez dire quoi? Vous avez tapé du poing sur la table pour dire que, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans notre belle démocratie? Non, ça ne gêne pas, non? Donc, je pense qu'en fait, chacun voit midi à sa porte. Et je pense que les gens sont très mal placés pour donner des jugements de valeur. C'est dommage que M. Kyo soit descendu parce qu'il a proféré quand même des paroles assez graves en disant que tous ceux qui affectionnent, en l'occurrence les pays de l'AES, c'est parce que ces personnes rêvent de faire chuter, d'accord, le régime ivoirien. Waouh! Ah bon? Sur quel élément de preuve il peut dire cela? Des coupures de presse? Des investigations? Je pense que c'est une appréciation personnelle qu'il fait. Et son appréciation, je pense qu'elle est assez limitée. Elle est assez limitée. Parce qu'on a vu des opposants aussi de ces pays-là aussi prendre et tenir des discours en Côte d'Ivoire. C'était quoi? C'est quoi l'objectif visé de la Côte d'Ivoire? Si la Côte d'Ivoire, ni de loin, ni de près, veut se mêler à quelque chose ou quelqu'un, pourquoi ils abritent des gens qui sont susceptibles de déstabiliser ou même qui font des interviews, des discours pour faire descendre une république dans le pays à côté? C'est de la géopolitique. Chacun, selon ses intérêts, va tirer la corde de son côté. Et nous, on ne fait qu'apprécier, on ne fait que regarder. Moi, je dirais textuellement ce qu'il en est. Et puis, je vais venir à quelque chose qui est très important. J'ai entendu des exemples qui ont dit, ça m'a fait rire, oui, Marine Le Pen et tout, quand le pays est touché, Marine Le Pen marche aux côtés de François Hollande. Mais c'est une bonne chose, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ce ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens, vous êtes amnésiques. Notre histoire, elle est quand même récente. Il y a de cela, je sais pas, je crois 10-20 ans, quand le pays était frappé, on n'a pas vu des gens marcher ensemble. Eh ben c'est ça, ouais.
En fait, vous voulez l'idéal, mais l'idéal, ça se cultive. On ne débat pas d'une planète. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le camp que j'affectionne est là que je vais montrer en fait que voilà, les choses doivent fonctionner comme ça. Non, un État, ça fonctionne dans la continuité. Et ce sont des actes que l'on pose pour montrer. Vous pouvez pas venir, vous pensez que Marine Le Pen et tout, et François Hollande marchent comme ça de côte à côte parce qu'ils ont décidé un jour. Ça s'entretient une république. On fait beaucoup de choses. Donc je pense que, avant de dire les belles paroles d'assez, de caricaturer, il faut d'abord regarder chez soi. Il y a un adage qui dit, au lieu de chercher à enlever la poutre, d'accord, qui est dans l'œil de l'autre, enlève la paille. Et on n'est pas, c'est bien, hein, on chante, on parle de la démocratie, mais la démocratie, c'est beaucoup de choses. La démocratie, c'est la corruption, lutter contre la corruption, lutter contre les inégalités, il y a plein de choses. Là, je pense que, franchement, excusez-moi, on donne beaucoup de leçons, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi un petit peu chez nous, ça fera du bien à chacun. Je te remercie, Daouda, en tout cas, de m'avoir prêté la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup à toi, Ansam, merci. Kaza, c'est toi qui as la parole. Moi, j'ai une motion. Ouais. J'ai une motion. Ah, tu as une motion. Vas-y. Oui. Vas-y, Daouda, donc. je peux. Voilà. En fait, moi, je veux quand même qu'on s'accorde sur une chose. Voyez-vous, quand M. Nsam prend la parole, il peut ne pas être d'accord avec les autres, mais je n'apprécie pas le fait qu'il traite des gens donc d'ignorants ou d'amnésiques. Vraiment, il faut qu'on soit beaucoup plus courtois dans les propos. Première chose. Deuxième chose, moi, il veut savoir, si tant est qu'il estime qu'aujourd'hui, IBS, au regard des moyens donc qu'il dispose, qu'il ne parvient pas à apporter une réponse à la menace donc terreau, mais qu'est-ce qu'il reprochait finalement à Damiba? Pourquoi l'armée n'a pas compris donc la nécessité de se liguer derrière Damiba pour pouvoir effectivement contrer la menace, endiguer donc la menace du terreau? Si aujourd'hui, effectivement, il doit nous dire que c'est parce que il n'a pas de moyens. Ça, c'est la première question. Deuxième chose, quand il parle de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, oui, nous, on considère qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait un bond significatif en termes de liberté. Mais quand des gens, donc, disent dans leurs propos qu'ils font des rêves en Côte d'Ivoire et ils se réalisent à côté, quel est le message qui est derrière? Et quand on sait que justement à côté, les gens sont aujourd'hui en train de surfer avec une puissance comme la Russie et que vous brandissez des drapeaux russes en Côte d'Ivoire, vous voulez que les gens sans rien faire? J'en veux encore pour preuve. Quand on prenait un cas d'un parti politique comme M. Damana Picasse, qui dans une prise de parole publique dit que la graine qui a été sémée, elle a germé donc dans des pays qui sont cités où il y a des coups d'État et que bientôt cette graine germera en Côte d'Ivoire. Mais quel est le message qui est derrière? Donc on peut pas, en tant qu'État responsable, entendre tout ça, voir tout ça et puis rester sans rien faire. Je suis désolé. La liberté d'expression, oui, mais dans le respect donc de la sécurité nationale, de l'ordre public. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci. Okay. Attends. Merci. Non, Kaza, attends. Non, parce que moi, je vais l'indexer aussi. Je vais faire 2 honneurs. Allez-y. Je vais l'indexer aussi, donc il va profiter pour répondre à nous deux en même temps. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses, Daouda? Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Ouais, vas-y. Ok. Monsieur Hansan, tu sais, moi, que le Burkina produise des tomates, que le Burkina produise des sorgho, tout ça, ça c'est bien, c'est leur problème là-bas. Moi, ce que je reproche, c'est le fait qu'un chef d'État responsable vienne, il regroupe des gens et tienne des propos que je trouve totalement démagogiques. Parce que c'est lui qui est venu dire qu'il y a une base arrière pour déstabiliser le Burkina qui est installée en Côte d'Ivoire. Personne ne lui a rien demandé. Il dit qu'il va apporter les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, a-t-il apporté les preuves? La réponse est non. Imaginez un seul instant qu'il y ait des radicaux. Dieu merci, ça n'existe pas. Il y a des radicaux en Côte d'Ivoire qui s'en prennent au Burkinabé. Vous savez, pour déstabiliser le Burkina, là, c'est facile, hein. Le président de la République n'a qu'à ramener les 2 500 000 Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire chez lui là-bas, chez lui au Burkina. Est-ce qu'il pourra les gérer? C'est l'équivalent de la population gabonaise. Est-ce que lui, il pourra les gérer? C'est très facile ça, pour déstabiliser le Burkina. Et heureusement que nos responsables politiques ils ne répondent pas à ça. Quand ils ne répondent pas, mes frères de l'opposition disent non. Quand le président ne répond pas, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Non. Moi, je pense que c'est juste pour la paix que le président refuse de tomber dans cette caricature.
Donc c'est tout. Que le Burkina produise tout ce qu'ils veulent ici, et les Burkinabés sont heureux, c'est bien pour eux. Mais ils n'ont qu'à rester dans leur joie, dans leur, je sais pas moi, dans tout ce qu'ils veulent, mais laisser la Côte d'Ivoire tranquille, laisser le président de la République de Côte d'Ivoire s'occuper de ses citoyens. Moi, je crois que la tâche est assez difficile pour venir prendre encore des choses de l'extérieur, vous venez en rajouter dessus. C'est tout ce que moi je ne critique pas qu'il fasse ce qu'il veut, il y a la démocratie chez lui, mais non, moi je m'adresse aux Ivoiriens, ceux qui supportent comme Ibrahim Koulibaly. Est-ce que vous pensez sincèrement, à votre âme et conscience, que la situation que vivent les Burkinabés, la situation démocratique ou bien la situation politique, vous pensez que si le président de la République actuelle faisait le quart, le tiers, ne serait-ce que la moitié même de ça, vous serez d'accord avec ça? Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Merci Daouda, moi je vais descendre, bon, je vais l'écouter et puis après je vais descendre, tu peux laisser ma place à autre chose. Non, il n'y a pas de problème, si tu veux, tu peux écouter en 2 minutes. Ok, vas-y, Moussa, en 2 minutes. Ok. Alors, j'aimerais dire, en fait, au premier intervenant, en fait, quand il a dit que je parlais de l'amnésie, j'ai fait, en fait, hein, c'est une généralité, c'était pas vraiment personnifié, c'était pas, voilà. Je disais que, avec votre exemple, je pense qu'on fait preuve d'amnésie parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est quand même récente. On aurait bien voulu, à des moments clés, que tout le monde se tienne main dans la main. D'accord? Et ça se cultive. Ça se crée pas instantanément. Deuxième chose, vous aviez parlé de la liberté d'expression. Vous aviez dit que nous considérons que la liberté d'expression, oui, vous avez dit vous. Donc, vous vous mettez dans une catégorie de personnes. Donc, acceptez aussi que d'autres personnes, de leur côté aussi, disent que la liberté d'expression, ce n'est pas ça. Avec des exemples. Par contre, votre exemple sur le drapeau russe est un très vilain exemple parce que vous aviez dit avec des allégations, donc en gros, vous avez sous-entendu qu'il était interdit de tenir le drapeau russe en Côte d'Ivoire. Bah, dans ce cas, que la Russie ferme son ambassade en Côte d'Ivoire, parce que je pense que aux alentours, même dans l'enceinte, de l'ambassade, en fait, il y a un drapeau russe. D'accord? Pour faire simple. Là, au moins, vous enlèverez toute suspicion, en fait, de déstabilisation. Parce que le drapeau, en fait, vous l'avez en inimitié. Et je veux aller encore sur quelque chose de très important. Monsieur Kaza, il a dit oui, effectivement, les propos tenus par Ibrahim Traoré. Non, en plus, je vais revenir sur un autre exemple. Vous aviez dit, oui, il a dit que si nous disposons de moyens, mais en fin de compte, il se retrouve dans la même situation que Damiba. Non, monsieur. Non, monsieur. Dans votre exemple, il y avait une période précise, 6 mois. Si nous disposons des moyens, en 6 mois, nous ferons le job. Et vous dites que, en fin de compte, on se rend compte que, bon, voilà, c'est dans la même situation que Damiba. Absolument pas, monsieur. Ce n'est pas dans la même situation que Damiba. Tout à l'heure, mon cher Lucas donnait un exemple de 60%. Je pense qu'il est intéressant qu'il actualise, d'accord, ces données. C'est 73%. Au mois de mars 2025, c'est 73%. Et donc, l'attaque de Djibo, d'accord, n'a pas enlevé soudainement 10% ou 13%. Ok, il faut s'intéresser, il faut pas jouer caricaturer, jouer sur des chiffres. Si vous vous intéressez, il faut aller vraiment, mais ne regardez pas juste, on va dire il y a une attaque là et puis oh là là c'est la catastrophe. Non, c'est 73%. D'accord. Il y a encore mieux à faire, il y a 17%. Et on espère, on souhaite qu'ils aient la totalité de leur territoire dans les 100%. Alors, je vais revenir sur quelque chose de très important en fait, suite au dernier intervenant, qui disait comme ça que oui, vu les propos d'Ibrahim Traoré, voilà, vraiment, c'est démagogique. Je suis entièrement d'accord, monsieur. Mais vous savez, c'est de bonne guerre. Les médias ivoiriens aussi s'en donnent. Moi, j'ai entendu des gens, des chroniqueurs sur des émissions traiter Ibrahim Traoré de Sankara frélaté. On a plusieurs fois entendu cela, des trucs sur les pays de l'AES. Par médias interposés, c'est de bonne guerre. Même Ibrahim Traoré l'a mentionné, que dans des émissions de télé, ils se font taper dessus. C'est pas nouveau. Alors, à aucun moment, vous avez vu, par exemple, comment il s'appelle là, l'institution là, et ivoirienne là, qui tape du poing sur la table quand les gens prennent des prises de parole. Je sais plus, c'est quoi le conseil de quoi là, je sais plus. J'ai trop de mémoire. Mais ils mettent pas au banc des accusés les chroniqueurs. Ils laissent les chroniqueurs, voilà, rouler carrosse et s'exprimer comme ils veulent sur les pays de l'AES, sur des autorités des pays de l'AES. C'est de bonne guerre. Et puis c'est pas nouveau. À l'époque de Thomas Sankara, avec Félix Houphouët-Boigny, c'était pareil. Et il y avait pas mal de jeunes qui soutenaient Thomas Sankara. Et à l'époque, à cette époque-là, on était dans le parti unique, dans le PDCI, on traitait Sankara de voyou. Donc c'est pas nouveau, cher monsieur. C'est un bis repetita. Voilà. Maintenant, si Ibrahim Traoré, dans son style, est assez provocateur, ça ne veut pas dire que parce qu'il a dit que Ouattara ou la Côte d'Ivoire est comme ça, que tous les Ivoiriens l'acceptent. Mais nous, notre rôle... Non, mais ça, moi, là, cette fois-ci, je vais prendre la parole personnellement. Ah, allez, avec plaisir que tu prennes la parole. Voilà. Parce que, en fait, sur la question, parce que quand tu fais
la comparaison que tu fais entre la prise de parole de chroniqueur, d'analyste politique, et que tu compares ça à la parole d'un officiel, je trouve que c'est quand même un peu grave, dans la mesure où c'est comme si aujourd'hui, mais excuse-moi, même si je sais que Ibrahim Traoré, c'est pas, comment on appelle ça, il est militaire aujourd'hui, chef d'État, mais il va pas se comparer à la prise de parole de chroniqueur, parce que sa parole là, elle est officielle. Alors, donc, à quel moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire... La parole d'un chroniqueur sur un média n'est... Non, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut que dans la gestion des États, il y a ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Si les chroniqueurs ivoiriens parlent, des chroniqueurs burkinabés peuvent se parler. Mais dès l'instant que Ibrahima Traoré parle, mais non, il ne parlera pas pour répondre à des chroniqueurs. Je trouve que c'est assez grave, c'est réducteur pour lui-même. Non, nous ne savons pas faire cette comparaison-là. Il faut qu'il ait paralysé de forme. Ok. Voici mon point. Ok. Oui, je respecte ton point de vue sur le parallélisme des formes. Toi, tu veux parler juste par homologue interposé. Un président s'exprime, c'est le président qui doit s'exprimer. C'est ton point de vue. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il peut pas s'exprimer officiellement, mais officieusement peuvent commissionner des chroniqueurs le faire. Moscou le fait tout le temps vis-à-vis de Paris. Et Paris même le critique souvent en montrant des chroniqueurs, des présentateurs à ce sujet-là, qui, de façon interposée, s'expriment, parlent de Paris, parlent de conquérir Paris en une demi-journée. On dit qu'ils sont missionnés par des officiels de Moscou. Parce que Poutine ne va pas s'exprimer. Donc, à partir du moment qu'un chroniqueur va s'exprimer sur un média qui est diffusé, d'accord, à grande échelle, le média est d'abord tenu pour responsable et le pays qui héberge ce média est tenu pour responsable. D'où la sanction des chaînes comme RT ou Sputnik dans l'espace européen et dans beaucoup d'autres pays. Pour ne pas que, parce qu'on considère que les journalistes ou les chroniqueurs sur RT Sputnik sont les porte-voix, d'accord, des officiels russes en sourdine. Donc, je pense que, après, c'est ton point de vue, je le respecte. Mais le parallélisme des formes, je pense qu'il est plus étendu, pas seulement que sur le poste que l'on occupe. Voilà. Mais je te remercie en tout cas de m'avoir prêté la parole. Merci aux différents participants. Excellent débat et c'est un plaisir de toujours monter sur ton panel. Non, c'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Je pense qu'il y a deux personnes qui n'ont pas parlé. Il s'agit, parce que je sais que Nord-Sud, lui, il va pas parler. Côte d'Ivoire a une motion. Voilà. Je vais parler dans ça là. Côte d'Ivoire a une motion. Non, mais, je pense. Allô? Côte d'Ivoire a une motion. Oui. Excusez-moi. Mais ce qu'il vient de faire, vraiment me pose des sérieux problèmes. Oui. Tu ne peux pas venir et tu finis de dire ce que tu as envie de dire et puis tu descends. Non, c'est pas pour toi. Mais non, c'est pas grave. Il finit de défendre sa position, il reste et puis on lui apporte la contradiction. Non, c'est vraiment pas grave. Ça, c'est pas grave. Non, Deymaï, c'est pas grave. Il est descendu, mais ça t'empêche pas de dire ce que tu penses. On est 600 personnes, c'est lui qui est descendu, c'est pas grave. C'est pas grave, n'en fais pas un problème. Ce que tu as envie de dire là, tu le dis. Parce qu'à la vérité, quand on débat, je pense que tu es un débatteur. Tu parles pas avec, c'est pas pour lui que tu parles pour ceux qui t'écoutent. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc vraiment, excuse, c'est pas bien grave, on avance. Voilà. Sinon, il est là, il a dit qu'il partait, c'est pas bien grave, Il est là. Tu as vu, non? Il est remonté même, il était en bas. Voilà. Je vais juste m'excuser, monsieur Denis Manu. En fait, j'ai une course à faire avec mon fils. J'ai pas voulu le dire, mais ici, on m'accueille tout le temps et on discute dans la courtoisie. Si vous l'avez mal pris, je m'en excuse et je passerai sur le faux avec la bienveillance de Daouda. Je serai tout oui pour même une demi-journée si vous voulez en discuter. Il n'y a pas de problème. Mais c'est voilà, pas un peu ça. Donc vraiment, désolé si tu l'as. Sûrement que tu vois qu'en partageant son fils, tu vas écouter un peu. Voilà, c'est pas bien grave. Daouda, je peux prendre la parole ou c'est à quelqu'un d'autre? Je pense que c'est à Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, ça sera à toi. Voilà. Ok. Salut Daouda, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on parle de paralléliste des formes ou bien paralléliste de trucs. C'est quoi le rôle d'un chroniqueur? Ça, c'est une parenthèse que j'aimerais ouverte et fermée. Le rôle d'un chroniqueur, c'est d'analyser un sujet donné, un thème, et d'apporter son avis. C'est son avis à lui, c'est son avis personnel. De l'autre côté, vous aviez un officiel qui engage la République. Donc, comparer
un chroniqueur à un président de la République, c'est soit nous ne connaissions pas la valeur de la République, soit on confond. C'est vrai que ce sont des hommes qui ont parlé. C'est vrai que ce sont des hommes qui ont parlé, mais chacune des paroles ont un poids. Ça, c'est une parenthèse que j'aimerais faire. Voici M. Moussan qui, malheureusement, qui est descendu et ça me fait mal, qui a dit que la démocratie, c'est lutter contre la corruption. Oui, mais les grandes démocraties, que ce soit aux États-Unis et que ce soit en France, est-ce qu'il n'y a pas de type de corruption? François Fillon a été condamné pour quoi? Marine Le Pen a été condamnée pour quoi? Ce sont des formes de corruption. Nicolas Sarkozy a été condamné pour quoi? C'est aussi une forme de corruption. Donc la corruption, c'est une plaie de la société qui existe depuis très très longtemps, que la société se donne les moyens de pouvoir lutter de manière efficace, même si on se permet de dire que dans les grandes démocraties ou bien dans les grandes républiques, la corruption existe. Là où les gens sont en train de parler, c'est appeler à la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est de permettre à ce que les institutions puissent pouvoir fonctionner sans entrave et de la volonté d'une personne. C'est de ça qu'on parle. Et au Burkina et au Mali, c'est légion. Vous aviez l'appareil, le pouvoir judiciaire qui n'existe que de nom, qui sont, une fois pour des avis contraires, qui sont envoyés au front, ou bien qui peuvent disparaître. Vous aviez des journalistes, qui est le quatrième pouvoir, qui peut disparaître. Vous aviez des millimélos entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, soi-disant. Et vous aviez aussi plusieurs formes d'abus qui ne sont pas répertoriées. L'objectif qui est là, quand on demande d'avoir un État démocratique, c'est de permettre à ce que tout le monde ait les mêmes chances vis-à-vis de la République. Ne pas permettre à certains individus, au vu de leur grade, au vu de leur statut, puissent s'imposer à l'ensemble de la population. Quand on décide de donner des armes à des civils, soi-disant volontaires de la patrie, pour pouvoir assurer la sécurité, ça veut dire tout simplement qu'on a décidé de catégoriser une partie de cette population-là afin qu'elle puisse molester, si besoin est, de pouvoir molester une autre partie de la population. Et aujourd'hui, je crois en mars, nous avons vu les vidéos qui se sont passées avec ce qui s'est passé au centre du Burkina. Je crois que Amnesty International a fait sortir un rapport où elle a parlé d'exactions menées par l'armée, menées par les VDP sur le sol burkinabé, qui contribuent davantage au climat d'insécurité qui existe. Et les différentes attaques de ces dernières semaines sont en train de nous montrer un pourrissement de la situation au Burkina. L'objectif du coup d'État, c'était d'améliorer la sécurité. Je vous invite, vous tous, à aller taper globalterrorist.com. Vous remarquerez que le pays, l'épicentre du terrorisme dans le monde, c'est le Burkina. En termes de victimes, en termes d'attaques, en termes de tout ce qui est néfaste dû à cela, qui conduit très souvent à ne pas permettre à ce que la République puisse évoluer, et de cette République qui puisse évoluer va contribuer à créer une chimère, d'où le serpent qui va se mordre la queue, et ce serpent qui va créer une vague de sécurité, qui va créer des djihadistes qui vont créer des soucis à la République, et cette République, puisque elle ne permet pas à tout le monde de s'exprimer, va basculer encore dans cette dictature assez sanglante. Donc finalement, on rentre dans un cercle vicieux. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi les gens parlent? Pourquoi les gens donnent leur avis? Nous sommes d'accord que tout le monde n'a pas le droit d'avoir, de partager la même manière de penser, mais il faut tirer la sonnette d'alarme. Est-ce qu'aujourd'hui, le 100% militaire ou bien la dictature en puissance qui monte au niveau du Burkina est capable de pouvoir résorber de manière claire ce problème? Si c'était capable de pouvoir résorber de manière claire ce problème, on n'allait même pas faire 1 an dans ce genre de truc. Mais on se rend compte que le monsieur, quand il est venu, il a donné 6 mois
au-delà de 6 mois, il a dit 8 mois. Et le si, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à bientôt 5 ans. Donc, que ça plaise pas, il faut comprendre que le mode de gestion d'un État est synonyme de bonne santé de l'État. Si on décide que les militaires soient la solution, c'est qu'on est obligé par derrière de tuer la République. Nous avons en Birmanie des militaires qui sont au pouvoir depuis les années 70. Aujourd'hui, la Birmanie est pratiquement en guerre civile. Vous aviez à Cuba des militaires qui ont pris le pouvoir sous le prétexte d'une révolution. Aujourd'hui, nous connaissons l'économie de Cuba. Donc, les pouvoirs militaires n'ont jamais rien donné de beau à leur république. Bien au contraire, ce sont des discours creux, de fantasmagorique, et vers la fin, on arrive tous au même cheminement. Une république qui soit disloquée, une république dont la population souffre, et au-delà même de la population qui souffre, vous aviez une autre classe de dirigeantes qui est hyper riche, qui use de ce système-là jusqu'à ce que ce système-là puisse s'effondrer de lui-même. Et Lucas a donné quelque chose de fondamental. Amener que quand on dit enseigner la démocratie à l'école, la démocratie, c'est pas qu'une seule forme. C'est plusieurs formes de démocratie. Mais on permet à l'enfant, ou bien à celui qu'on doit éduquer, de prendre conscience de la valeur de la démocratie à travers différents modes de pensée. Et si on lui donne la possibilité de voir différents modes de pensée, de pouvoir peser le pour et le contre de chaque chose, on ne l'enferme pas dans un cadre de pensée unique. Mais quand on voit des pays où, pour un simple mot, vous êtes conduit dans je ne sais quoi, vous disparaissez, c'est de là-bas on va parler de pensée unique. Donc, sur ça encore, ça aussi, s'est trompé. Donc, pour moi, à un certain moment, il faut induire cette Afrique-là, si elle veut vraiment évoluer, dans une forme de démocratie qui soit capable de pouvoir permettre à la République de pouvoir avancer. Et dernier truc, quand Moussa nous a parlé de personnes qui ont été arrêtées pour avoir placé des drapeaux russes lors d'un meeting, mais la police ou bien l'appareil judiciaire peut arrêter des gens par prévention afin de savoir exactement pourquoi ils l'ont fait, sachant que de l'autre côté, il y a eu des coups d'État massifs ou bien il y a eu des révolutions dont des personnes ont utilisé des drapeaux russes pour pouvoir se faire rallier par plusieurs personnes pour avoir la chute la chute du pouvoir qui était en place. Donc c'est normal, un État qui est vigilant, c'est un État qui prend tout à la lettre et qui soit capable de pouvoir mener même des arrestations préventives afin de pouvoir connaître ce qui se passe par derrière. Donc là aussi, c'est une erreur que M. Moussa est en train de dire que parce qu'ils ont mis le drapeau. Non, c'est le symbole qui a été placé par derrière et la volonté d'avoir un changement de manière brutale sans passer par les méthodes démocratiques constitutionnelles écrites dans nos différents textes fondamentaux. Donc derrière encore, ça a été un chou blanc. Je fais mon micro, je vous remercie, mon temps est précis. Merci beaucoup à toi, Côte d'Ivoire. Le MAC, vas-y. Après le MAC, ça sera Eric Carter. Oui, tu disais quoi? Non, c'est 2 minutes. Toi, tes 2 minutes là, c'est long souvent, hein, mais vas-y quand même. Non, là, tu sais que je parle. Tu dis. Ils trouvent des faux arguments. Oui, c'est la France qui les arme, c'est les États-Unis qui les arment. Alors que le marché des armes là, mais c'est un marché au noir, c'est comme la drogue. Aux États-Unis, on vend la drogue là, pour ça, on cultive la drogue sur le sol américain. Mais ceux qui veulent vendre les armes là, c'est le marché noir, ils vendent. Ce sont des commerçants, ils vendent les armes. Ils vont trouver des opportunités pour vendre les armes. C'est pas de façon officielle qu'on le fait. Mais ils vont dire aux Africains, comme il y a beaucoup d'ignorants, ils vont leur dire oui, c'est la France qui soutient les terroristes. La France va soutenir les terroristes pour gagner quoi au Burkina ou au Mali? Dites-nous. Hein? La France a ses intérêts au Niger. Avec Arriva ou bien quoi, Donc quand la France attaque le Niger en mettant en place donc des terroristes, mais la France met en mal ses intérêts. Mais qui est fou pour le faire? La France a combien d'intérêts au Burkina Faso pour attaquer le Burkina Faso via les terroristes? Pour gagner quoi? Or, s'il y a des pays qui sont plus riches en termes donc, de ressources naturelles que les pays donc,
qui sont face aux terroristes. Mais il y a la Guinée qui est là, qui est l'un des pays les plus riches en termes de ressources naturelles. Mais pourquoi la Guinée n'est pas attaquée? Et puis c'est le Niger, le Burkina Faso, le Mali, que la France va l'attaquer. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va l'attaquer, le Burkina Faso. Le Mali va travailler avec les terroristes, va héberger des opérations de déstabilisation de ces pays. Or, on est conscient que si ces pays-là sont déstabilisés, comme on l'a dit, mais leur première destination, c'est la Côte d'Ivoire. Mais qui est fou pour le faire? Qui est fou pour mettre comment on appelle, le feu à son grenier? Le Mali, par exemple, là, est le premier pays africain avec lequel on a comment on appelle, les meilleures relations commerciales. Et puis on dit non, ce pays-là n'a qu'à être en crise. C'est-à-dire nous-mêmes là, on décide de détruire ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de ressources. Donc vous voyez, c'est-à-dire ils sont arrivés à un niveau où on ne peut même pas les raisonner. Parce que d'abord, ce qu'ils disent n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui est logique, mais ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens qui croient à ça. Comme c'est-à-dire ils mélangent tout. Un combat panafricanisme emballé donc de lutte contre le terrorisme. Mais où est-ce que vous allez avec ça? Non, là, vraiment, je vais vraiment m'arrêter là pour rester là et puis écouter les autres. Merci infiniment. Merci beaucoup. Monsieur... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.